Good! Fait que je vais commencer ça. Donc, merci à tout le monde d'être là. Fait qu'il y en a d'autres qui vont se joindre éventuellement. Mais merci à ceux-là qui sont ponctuels. Toujours apprécié la ponctualité. Fait que troisième live que je fais officiellement. Fait que j'ai commencé en septembre. Puis là, mon premier au mois d'octobre. Fait que, il va en avoir deux par mois pour ceux-là qui n'ont pas vu les autres. Là, c'est ça, j'en fais au moins deux par mois minimum. C'est ça que je veux faire. Fait que c'est ça. Fait que aux 2 semaines, normalement, ça devrait être tout le temps soit un mardi ou un mercredi soir. La plupart du temps, ça va être ça. Fait que la formule que j'avais faite l'autre fois, j'avais eu du bon feedback. Le monde avait bien aimé ça. Fait que dans le fond, j'ai comme trois sujets que j'aime, que j'ai préparés, dans le fond, que je veux juste comme parler là-dessus. Puis à chaque sujet, je vais comme, si vous avez des questions, des commentaires, des choses, ben tu sais, on peut faire une petite intervention là. Puis à la fin du live, ben, la deuxième moitié en fait, parce que j'ai peut-être 45 minutes, 1 heure, tu sais, que ça va être les sujets. Puis après ça, l'autre moitié du live, ben, ça va être des questions si vous en avez. Puis ça peut être sur différents sujets. Tu sais, si vous avez des questions sur un point précis, tu sais, qu'on n'a pas parlé d'un sujet avant, tu sais, c'est fait pour ça la période de questions. C'est pour être sûr que quelqu'un qui s'est connecté au live ben, est capable de ressortir avec, tu sais, qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qu'il est venu chercher. Fait que c'est ça. Fait que gênez-vous pas, c'est tout le temps le fun quand il y a de l'interaction puis que les gens, justement, vous avez des questions. Puis tu sais, moi, j'aime vraiment, tu sais, c'est pour vous autres que je le fais, tu sais. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est à vous de me poser les questions que vous voulez puis d'intervenir aux places où vous voulez pour justement que ça soit dynamique puis que ça soit le fun. Fait que gênez-vous pas. Fait que on va commencer ça. Donc, premier sujet, l'intelligence financière. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est parce que ce que les gens, des fois, réalisent pas, c'est que, tu sais, mettons, on parle de finances, on parle de REER, de CELI, de placement, d'immobilier, puis c'est comme plein de choses que c'est très, mettons, cartésien, ou tu sais, c'est des chiffres, puis la plupart des gens associent les finances à assez plates, c'est compliqué, tu sais, puis c'est pas très sexy, mettons, tu sais. Mais en réalité, la finance, en fait, 80% du succès financier, ça se passe ici. Dans le sens que je ne veux pas être cheesy en disant faut avoir la bonne mentalité, penser positive, tout ça. C'est pas ça. C'est dans le sens que ça passe par les comportements puis les habitudes, en grande partie. Puis ces comportements et ces habitudes-là, dans le fond, sont tout simplement le résultat de tout ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu comprends? Fait que c'est vraiment important de comprendre que les finances, le succès financier, tout passe par là. Puis si tu comprends, dans le fond, la base qui est l'intelligence financière, puis que tu as les bons comportements, les bonnes habitudes, tu vas avoir plus de succès financier que bien du monde. Okay? Bien du monde, parce que tu vas te rendre à des places que bien du monde n'iront pas parce que les comportements et les habitudes sont pas bons. Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. Si on part de la base, okay, l'argent en tant que tel, si je te dis, mettons, argent, puis finance, tu sais, qu'est-ce que ça sonne dans ta tête? OK? Fait que si je te dis millionnaire, je te dis des termes comme ça, je te dis riche, je te dis tous des termes qu'on entend souvent, si dans ta tête, ça sonne négatif, OK? Si dans ta tête, c'est quelque chose qui est genre ah, les riches, c'est tous des crosseurs. Ah, ceux-là qui ont de l'argent, ils sont tous malhonnêtes. Fait que, on s'entend que ça part mal pour avoir de l'argent dans ta vie, tu comprends? Fait que c'est comme la vision que tu as par rapport à l'argent va vraiment être importante parce que si tu vois ça comme quelque chose de négatif puis que les gens qui ont de l'argent t'associent ça à c'est des mauvaises personnes, bien automatiquement que c'est sûr que tu n'auras peut-être pas tant le goût d'en avoir puis faire tout ce qu'il faut pour que tu en aies parce que tu associes ça à du négatif, tu comprends? Fait que vraiment important de juste comprendre que l'argent, en bout de ligne, là, c'est un outil. OK? C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste, c'est un outil. Puis, dans le fond, l'argent amplifie ce qu'on est déjà. Fait que, tu sais, moi, je te donne un petit cue parce que j'ai vu bien du monde. J'ai vu du monde qui ont beaucoup d'argent, j'ai vu du monde qui en a pas pire, j'ai vu du monde qui en a moyen, j'ai vu du monde qui en a pas pantoute. OK? Puis, l'argent, ça change pas les gens. OK? L'argent, ça les expose. Fait que si tu es une bonne personne, puis que tu as de l'argent, ben, tu vas être encore une meilleure personne. Tu comprends? Ça va te permettre d'être un outil qui va te permettre d'aider encore plus de gens ou de faire encore plus de bien autour de toi. Si tu es une mauvaise personne ou que tu as de l'argent, mais qu'à bout de ligne, tu as tout le temps des mauvaises intentions, ben, avoir de l'argent va juste te permettre d'être encore plus une mauvaise personne, puis encore plus désagréable. Okay? Fait que l'argent, dans le fond, c'est
c'est pas bien, c'est pas mal, c'est qu'est-ce que tu fais avec, puis ça part justement de tes comportements, tes habitudes, puis tout ça, OK? Fait que c'est important parce que les gens n'ont pas des problèmes financiers, OK? Les gens ont des mauvaises habitudes puis des mauvais comportements qui mènent à des problèmes financiers. OK? Fait que quand quelqu'un a des dettes, souvent, la plupart du temps, c'est pas les dettes le problème. C'est pas Visa, Mastercard le problème. C'est ses comportements puis ses habitudes qui a fait qu'il s'est rendu là, tu comprends? Fait que c'est important de catcher que si tu ne règles pas le problème à la base, qui est la psychologie, l'intelligence financière, comme je disais, puis tout ça, derrière l'argent, bien, c'est là que ça va t'amener à des résultats que tu ne veux pas. Tu sais. Puis prends, mettons, quelqu'un qui est, on va prendre le sport, OK, par exemple. Ben, tu sais, ou quelqu'un, mettons, qui est en mauvaise santé, ou prends n'importe quoi dans ta vie, dans le fond, là, que en ce moment, tu trouves que c'est pas super ou que ça va pas selon ce que tu aimerais. Bien, regarde dans tes habitudes, OK, puis tu vas trouver les réponses. Okay? Si en ce moment, tu as des dettes, là, check comment tu consommes, check tes achats, check tes habitudes, puis probablement qu'il y a bien des choses là-dedans que si tu modifies, tu vas avoir des résultats différents. Si tu n'aimes pas ta forme physique, tu trouves que tu n'es pas assez endurant quand tu cours ou tu trouves que tu n'aimes pas, je sais pas, ton corps tout simplement au niveau que tu trouves que tu n'es pas en forme, bien, check dans tes habitudes, puis probablement qu'au niveau de l'alimentation, du sport, tout ça, c'est pas ça à coche. Fait que, tu sais, si tu changes tes habitudes, tu vas changer les résultats. OK? Fait que c'est juste, c'est la même affaire dans n'importe quoi dans la vie, puis les finances, ça fait pas exception. OK? Fait que c'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens, des fois, ils mettent beaucoup la faute sur le gouvernement, l'inflation, tout ça. Puis je dis pas que l'inflation nuit pas. Je le sais que ça nuit, OK? Puis je le sais que pour bien des gens, c'est un enjeu, puis je comprends très bien ça. La seule chose que je dis aujourd'hui, c'est que la seule personne qui a du pouvoir sur sa situation financière, c'est la personne elle-même. Fait que genre, commence avec ce que tu peux contrôler avant de chialer sur qu'est-ce que tu peux pas contrôler. Tu comprends? C'est juste ça que je veux dire. OK? Fait que, dans le fond, si on regarde un peu comme mettons, le parcours de la plupart des gens, OK? La plupart des gens, quand on y pense, c'est genre, travail, gagne de l'argent, dépense. Travail, gagne de l'argent, dépense. Fait que là, métro, boulot, dodo. OK, on s'entend? Fait que si la personne, elle perd sa job, qu'est-ce qui se passe après? OK, elle ne peut plus gagner d'argent, puis elle ne peut plus dépenser. Fait que tout s'écroule. OK? Fait qu'on s'entend que si la personne, elle fait juste prendre une petite habitude, OK? Juste une petite habitude. Fait que c'est genre travail, gagne de l'argent, investit, dépense le reste. Travaille, gagne de l'argent, investit, dépense le reste. OK? Juste ça, ça peut changer complètement la donne de quelqu'un. Ça va lui permettre justement, éventuellement, de se bâtir une certaine liberté financière, puis d'avoir des actifs, puis de l'argent qui travaille pour elle, puis que cette personne-là puisse avoir une liberté de choix plus tard. Fait que, dans le fond, tout le monde est capable s'il se laisse assez de temps et qu'il fait les bonnes choses, d'éventuellement avoir une forme de liberté financière. Je ne dis pas que tout le monde va valoir 10 millions et que tout le monde va gagner 300 000 par année. C'est pas ça. Je dis juste que tout le monde qui apprend à faire les bonnes choses, avoir les bons comportements, les bonnes habitudes, va se retrouver dans une situation éventuellement où il va avoir une certaine liberté puis une certaine latitude dans ses choix de vie, puis qu'il ne sera pas obligé de travailler juste par obligation, mais qu'il va pouvoir travailler parce que ça y tente ou parce qu'il a le goût de faire un projet ou il a le goût de faire d'autres choses dans sa vie, puis de prendre une année sabbatique. Mais quand tu as de l'argent, ça te donne des options, tout simplement. OK? Puis c'est cet argent-là qui va te permettre de te créer de la liberté plus tard. Puis tout ça, le résultat de cette liberté-là, ça c'est le résultat, mais qu'est-ce qui a mené là? C'est les habitudes, les bons comportements, puis tout ce qui est le côté plus psychologique, comme je disais, parce que tu as beau tout comprendre en finance, OK? Tu as beau être super bon avec les actions, CELI, réel, tout comprendre le côté technique. Si tu n'es pas capable d'appliquer la simple règle « dépense moins que ce que tu gagnes », tu as bien beau être autant intelligent que tu veux, tu n'arriveras à rien financièrement. OK? Fait que c'est pour ça que c'est toujours les comportements, les bonnes habitudes qui vont faire en sorte que quelqu'un va se retrouver avec une situation financière éventuellement qui a du bon sens. OK? Fait que il faut vraiment partir de ce principe-là. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde a du contrôle là-dessus. OK? Puis c'est ça que je dis, il faut que tu focuses sur qu'est-ce que tu contrôles. Fait que ça, tes comportements, tes habitudes, tu le contrôles. Donc, focus là-dessus en premier avant de commencer à chialer sur plein d'autres affaires que oui, l'inflation est chère, oui, je le sais que c'est pas facile pour ci, pour ça, mais là,
qu'est-ce que tu peux contrôler aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça peut améliorer ta vie financière éventuellement. Travaille là-dessus pour l'instant. Focus juste sur ça. OK? Fait que, dans le fond, moi, la meilleure image que j'aime donner, c'est que à chaque fois que tu fais un bon move au niveau financier, OK? Fait que chaque fois que tu prends des bonnes habitudes, chaque fois que tu investis, chaque fois que tu augmentes tes revenus, puis que tu augmentes ta valeur, mettons, sur le marché du travail, puis que tu fais des petites actions pour arriver à ça éventuellement, bien, c'est toutes des petites pièces que tu mets, comme si tu étais en train de te bâtir un guichet, tu comprends? Un guichet automatique qui va éventuellement te payer puis faire en sorte. C'est comme si tu as un guichet dans ton salon puis qu'à chaque vendredi, tu vas pitonner, mettons, 1000$. Là, tu sors 1000$, puis là, tu t'en vas dépenser. 1000$, tu t'en vas le dépenser. Okay? Fait que ton guichet, ce que tu fais, c'est que quand tu as investi de l'argent, c'est comme si tu mets une petite pièce à ton guichet pour qu'éventuellement, il soit pleinement fonctionnel. Fait que c'est de la liberté que tu t'achètes pour plus tard. Okay? Fait que c'est pour ça que c'est super important d'être intelligent avec justement son argent, puis de faire des bons choix, puis d'être wise, parce que surtout quand tu es plus jeune, comme on va voir tantôt, parce que si ton guichet, plus vite tu le commences, bien plus vite il va être fini, puis plus vite il va être fonctionnel, puis qui va te permettre de vivre la vie que tu veux. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de catcher ça, puis on va parler de l'intérêt composé tantôt pour justement comprendre à quel point que si quelqu'un est jeune en ce moment, bien, il y a un énorme avantage en avant de lui. OK? Puis l'exemple que je veux donner, OK, aussi, c'est que souvent les gens, ils vont parler de quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent. OK? Là, je vois les commentaires, je vais aller checker tantôt, je vais les relire. OK? Là, je fais juste finir ma petite partie là-dessus, là, mais après ça, je vais aller lire les commentaires puis je vais répondre. Dans le fond, mettons que tu as deux personnes, OK? Ils ont toutes les deux 1 million en placement, puis ils ont un petit portefeuille bien standard qui rapporte, mettons, 5 OK? Mettons. Le premier des deux, lui, il est capable de vivre avec 50 000 par année. Dans le fond, lui, il considère que 50 000 par année, il y en a suffisamment. Il n'a pas un gros train de vie, il n'a pas de dette, puis genre, il est bien. Son bonheur, il est interne, puis il n'a pas besoin d'avoir plein de bebelles, plein de flafla pour être bien, OK, mettons. Puis, tu as un autre que lui, il a besoin de 500 000 par année pour considérer qu'il y a un train de vie qui a du bon sens, puis qui est bien, puis tout ça, OK? Payer sa Lambo, son chalet, payer comme plein de bebelles, plein de voyages, puis ci, puis ça. Fait que, dans les deux cas, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Okay? Chacun vit ses affaires comme il veut, il n'y a pas de problème. C'est juste que si on regarde strictement financièrement parlant, les deux ont le même montant. Mais selon moi, le premier est plus riche que le deuxième parce qu'il y a plus de temps. Autrement dit, c'est que le premier peut décider de ne plus travailler le reste de sa vie. Exemple, qu'il n'y a pas d'inflation puis tout là, pour faire ça simple, okay? Puis que son million est capable de toujours y donner 50 000 par année, ce qu'il a besoin. L'autre, son million peut y donner, dans le fond, avec son million, il peut toffer 2 ans. OK? Fait qu'il y en a un qui est indépendant le reste de sa vie. Là, comme je vous dis, je simplifie l'exemple pour juste le bien de la cause. Là, pas d'inflation puis rien. Puis l'autre, il est capable de toffer 2 ans. OK? Fait qu'il y en a un qui est beaucoup plus riche parce qu'il récupère son temps. Puis avec ce temps-là, il pourrait aller travailler, lancer sa business puis aller gagner de l'argent. Ou il pourrait aller à la plage, ou il pourrait faire, tu sais, c'est juste comme ce qu'il veut de son temps, mais il a le contrôle sur sa vie. Tandis que l'autre, il est obligé de pédaler et de travailler juste pour soutenir son train de vie. Fait que soudainement, mettons que le gars de 500 000 décide du jour au lendemain qu'il a besoin de 100 000 pour vivre, au lieu de 500 000, mettons, bien, il est soudainement 5 fois plus riche, tu comprends? Parce qu'il a 5 fois moins besoin d'argent. Puis, c'est ça que les gens, des fois, réalisent plus tard. Puis quand je parle avec des gens qui ont de l'argent, c'est souvent ça qui revient. C'est comme à quel point, qu'à un moment donné, dans un stade dans ta vie, tu t'en rends compte que tu n'as pas tant besoin de tant grand-chose que ça pour vraiment comme être bien, puis que le bonheur, c'est interne, puis tout ça. Puis il y en a plein que, tu sais, tu as un bout où tu as l'ego quand tu es plus jeune, un peu dans le tapis, puis tu veux flasher, tu veux impressionner les autres, tout ça. Puis ça, un moment donné, plus tard dans la vie, ça arrive. Que tu réalises à quel point c'était futile, puis que tout le monde s'en fout de toi finalement, puis que personne ne pense à toi. Puis quand tu réalises ça, bien là, ça te permet de te libérer parce que tu es comme, crème, là, j'ai vraiment des options. T'sais. Parce que je suis plus obligé de travailler juste pour essayer d'avoir un train de vie que je fais majoritairement pour les autres. Pas tout le monde, mais la plupart des gens qui ont vraiment un gros train de vie, puis qui n'ont pas énormément d'investissement ou qui ont des gros salaires, mais qui tout est à crédit, c'est souvent parce qu'ils essaient de cacher des insécurités, puis ils ont une vie ultra stressante. Okay? Fait que c'est juste comme de juste comprendre que quand
tu as besoin de moins pour être bien, ben c'est beaucoup plus facile d'être indépendant financièrement. Puis le problème, c'est qu'il y en a qui gagnent, mettons, 150, 200 000 par année, ils ont des bonnes carrières, ils ont des bonnes jobs, puis ils pensent qu'ils ont besoin de 150, 200 000 parce qu'ils se sont mis un train de vie à 150, 200 000. Mais quand ils arrêtent éventuellement plus tard pour se poser les bonnes questions, c'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas tant besoin que ça. Mais ils l'ont réalisé 10 ans plus tard. Puis là, ben, pendant ces 10 ans-là, au lieu d'investir et de profiter de leur gros salaire pour investir, ils ont dépensé puis ils ont tout flambé ce cash-là. Puis c'est là qu'ils le regrettent après. Parce que là, ils se diraient, Colin, je pourrais avoir plus de liberté aujourd'hui qui viendrait mettre plus de valeur dans ma vie que les niaiseries que j'ai achetées pendant 10 ans. Okay? Pas tout le monde qui va faire ça, mais il y en a beaucoup. Fait que moi, je fais juste te dire ce que j'ai déjà vu souvent dans des dossiers, puis je fais juste mettre en garde contre ça. Parce que c'est rare. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a jamais mis d'argent de côté pendant 20 ans, il a tout flambé son cash, puis qu'il est aucunement stressé, rendu à 50, puis que tout va bien, puis qu'il est genre aucunement préoccupé, puis il dit, genre, moi, je suis vraiment comme, je suis zen là, avec le fait que j'ai des dettes, puis j'ai pas une scène de côté à 50 ans. Genre, j'ai jamais rencontré personne que c'était ça. Jamais. Jamais. OK? C'est tout le temps des regrets, du stress, des préoccupations. Fait que les gens le regrettent plus tard, mais c'est dur de se projeter plus tard quand tu es un être humain, parce que l'humain, il n'est pas bon à se projeter dans 15 ans, dans 20 ans, c'est trop abstrait. Mais moi, j'essaie juste de comme te présenter le toi de dans 15-20 ans tout de suite pour pas qu'il le regrette, tu comprends? Pour pas que tu arrives dans 15-20 ans en faisant fuck, tu sais. Fait que je fais juste essayer de te donner l'information là pour que tu puisses essayer d'avoir juste comme des prises de conscience que tu tombes pas dans le pattern de justement métro, boulot, dodo, puis de juste être dans le regard des autres, puis dans le fond, de dépenser en bout de ligne que c'est même pas pour toi, mais que c'est pour essayer d'impressionner du monde que tu t'en fous un peu d'eux autres, puis qu'ils se foutent pas mal de toi aussi, tu comprends? Fait que c'est juste ça. C'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Fait que c'était pas mal mon premier point, les grandes lignes. Tu sais, j'aurais plein d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est pas mal les grandes lignes de ce que je voulais dire pour ce qui est de l'intelligence financière. Puis là, on va parler tantôt de rembourser les dettes, puis tout, qui est comme une logique à suivre après. Mais dans le fond, là, je vais m'en aller dans les commentaires. Puis, je vais lire ça depuis. On est revenu là. OK, ça sonne intelligent, bonne gestion. Est-ce que tu es dans la ville de Québec? J'aimerais full. Non, je suis au Saguenay, mais je fais des rencontres en vidéo. Tout le temps. Je fais tout le temps des rencontres, dans le fond, en vidéo. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Là. La plupart du monde qui m'écrivent, c'est tout du monde. Pas au Saguenay. Fait qu'ils sont tous à travers le Québec. La psychologie financière est très importante pour moi. Ben écoute, c'est super parce que c'est là que ça part. Tu es dans quel... Ça, je viens de répondre. C'est beau. Que penses-tu des meilleurs investissements à la bourse FNB? Peux-tu nous en parler? Ouais, ça, je n'en ai parlé plus dans l'autre. Je peux en parler tantôt dans la période de questions. Il n'y a pas de trouble. Là. Tu pourras me reposer ta question si tu veux. Puis la période de questions sert à ça. Par investi, ça inclut mettre 20 % de nos revenus dans un CELI, CELIA, PREER ou le mettre à la bourse. Bien, dans le fond, si tu le mets dans le CELI, CELIA, PREER, il peut être à la bourse, tu comprends? Parce que ton CELI, c'est un véhicule, ton REER, c'est un véhicule, puis ce que tu mets dedans, mettons, la bourse, c'est ton gaz, c'est ton carburant. Fait que, tu sais, peu importe dans quoi que tu investis, CELI, REER, tu peux investir mettre des actions ou de la bourse à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est comme, tu fais une pierre deux coups, là. Fait que oui, tu peux investir dans ton REER, puis l'argent que tu vas avoir à l'intérieur de ton REER va être investi à la bourse. Est-ce qu'on va pouvoir écouter le live en rediffusion? Oui, seulement si tu l'écoutes au complet, à soir, en direct là. Non, sérieux, tu vas pouvoir l'écouter. Soyons frugales. C'est pas nécessairement dans le sens que ce qui est important, c'est juste parce que la frugalité, ça peut être différent pour chaque personne. T'sais, quelqu'un peut se trouver frugal avec 50 000, quelqu'un peut se trouver frugal avec 200 000. C'est comme ça. Ça dépend vraiment. Fait que c'est plus d'être, en fait, c'est d'être conscient de qu'est-ce qui apporte du bonheur puis de la valeur dans ta vie, puis de focusser sur ça, puis de dépenser là-dedans. Fait que ce que tu veux, dans le fond, c'est couper toutes les niaiseries qui ne t'amènent pas de bonheur dans ta vie, puis qui te privent de ta liberté éventuelle, puis que tu veux avoir, parce que tout le monde veut être libre. Il n'y a personne qui ne veut pas être libre, puis qui ne veut pas avoir d'options plus tard, puis qui ne veut pas avoir le choix, tu comprends? Tout le monde, en bout de ligne, au fond d'eux autres, veulent ça, une forme de liberté. Fait que là, quand tu dépenses dans des niaiseries qui n'amènent pas de valeur dans ta vie, puis que tu scrapes ta liberté à cause de ça, c'est là que ça fait chier. C'est pas quand tu dépenses dans des choses qui amènent la valeur dans ta vie puis du bonheur aujourd'hui, ça c'est bien correct, j'ai pas de problème avec ça, il n'y en a pas de problème. C'est quand tu dépenses dans des choses qui t'apportent rien ou pratiquement rien, c'est là que les regrets arrivent plus tard, parce que ça,
ça t'a amené rien, puis ça l'a scrappé ta liberté future. Fait que c'est pas d'être frugal, d'être cheap, puis comme de juste comme rien faire de ta vie. C'est vraiment pas ça le message. C'est juste comme dépense dans qu'est-ce qui apporte vraiment du bonheur et de la valeur pour toi. Puis prépare ton avenir dans 5, 10, 15 ans pour que tu sois bien aussi dans 5, 10, 15, 20 ans parce que tu vas probablement, statistiquement parlant, être en santé encore dans 5, 10, 15, 20 ans. Fait que genre, je le sais qu'on peut mourir demain matin, puis le but, justement, c'est de trouver un spot où tu es capable de dire, bien, si je meurs demain matin, je suis content parce que je n'ai pas l'impression de m'être privé aujourd'hui, puis je suis content d'avoir fait travailler mon argent parce que les probabilités que je meure demain matin sont très faibles, tu comprends? Fait que c'est d'être bien avec ça. Fait que c'est de trouver vraiment le sweet spot, puis ça, chaque personne, c'est différent. Il y en a que ça peut être 10 de leur paie, il y en a que c'est 15, il y en a que c'est 20, il y en a que c'est 30, il y en a qui n'ont vraiment pas l'impression de se priver. Fait que ça, c'est vraiment personnel à chaque personne, mais c'est vraiment de trouver le sweet spot, quel montant que je peux mettre à chaque mois ou à chaque paye qui fait que je suis bien aujourd'hui, puis que je n'ai pas trop l'impression de me priver, mais qui va me permettre également d'avoir du fun dans 5, 10, 15, 20 ans, puis d'avoir surtout une liberté, comme on disait, puis des options, puis d'avoir des choix plus tard. C'est ce qui va faire que tu vas être encore mieux dans 10, 15, 20 ans, puis encore plus heureux. Puis c'est juste, je te le dis, tous les gens que j'ai rencontrés qui sont indépendants ou qui ont une forme d'indépendance financière, c'est les personnes les plus happy que je rencontre, là, tout le temps. Réponds-tu aux questions? Oui, je pense que c'est à la fin. Oui, je réponds aux questions, exact, mais à la fin, plus. Je vais répondre aux questions qui fit avec ce qu'on jase là. Mais mettons, je vais en parler à la fin, je fais une période de questions. Ah, salut François, content que tu sois là aussi. J'ai 2 ans de salaire brut en placement. Est-ce un bon départ? Écoute, dans le fond, oui, c'est toujours bon d'avoir 2 ans de salaire, fait que c'est excellent. Dans le fond, ce qui est le problème avec ça, c'est que le 2 ans de salaire brut, c'est que si, mettons, depuis 20 ans, tu gagnes, mettons, 200 000 par année, puis là, ça fait 20 ans plus tard, tu as 400 000 de placés, exemple, par rapport à ce que tu as gagné versus les 20 dernières années, tu devrais avoir plus que ça, tu comprends-tu? Fait que c'est comme, si ça fait pas si longtemps que ça que tu investis, puis que tu t'es accumulé 2 ans de salaire brut en pas tant grand temps, oui, c'est vraiment excellent. C'est ça, c'est relatif. Mais généralement, c'est un très bon départ là, d'avoir 2 ans de salaire brut de côté. Là, fait que oui, absolument. Content d'entendre ton live ce soir. Ben écoute, content que tu sois là, Jonathan. Je suis d'accord que c'est sain et normal de se priver étant plus jeune pour mieux épargner et avoir une retraite, mais à quel point c'est risqué de se priver étant jeune, exemple, full voyage. Ben écoute, c'est en vieillissant qu'on est vulnérable à être malade et à avoir moins d'énergie pour profiter de l'argent. Cela dit, il ne faut pas tomber dans ce pattern-là, en effet. C'est exactement ça que je disais il y a quelques minutes, OK? Le but, là, c'est pas de dire « je fais rien de ma vie », puis que tu fais juste investir, puis que tu es dans l'extrême, tu comprends, de comme ta vie est vraiment plate. C'est vraiment pas ça. Puis tu veux pas être... Dans le fond, tu veux éviter les deux extrêmes. Tout investir, plus rien faire de ta vie, puis avoir une vie vraiment emmerdante. Puis tout dépenser, puis t'endetter, puis genre compter absolument rien, puis juste comme dire YOLO, puis d'un coup que je meurs demain matin. Fait que tu veux vraiment éviter ces deux extrêmes-là. Parce qu'il n'y en a pas un ou l'autre qui est mieux. C'est juste, il faut que tu trouves une place entre les deux qui est bien pour toi, qui va te permettre d'être bien aujourd'hui, bien dans 5 ans, bien dans 10 ans, bien dans 20 ans. Puis aussi, là, quand on parle de liberté financière, ce n'est pas retraite à 65 ans. Ce n'est pas retraite juste quand tu es rendu un petit vieux que tu n'as plus d'énergie. Là. Tu peux avoir une forme de liberté financière à 35, 40, 45 ans puis être encore super en forme. Puis aussi, j'en vois plein du monde qui ont 60 ans et plus puis qui sont top shape jusqu'à 80, 85. Fait que tu sais, c'est comme, c'est plus, si tu t'es trop gâté, entre guillemets, quand tu avais 27, 28, 29 puis que tu as juste comme dépenser sans compter puis que tu n'as jamais investi pour plus tard, c'est plus tard que tu le regrettes parce que là, tu trouves ta vie est plate en esti quand il faut que tu te rattrapes pour te recompenser, tu comprends, puis te rebâtir ta liberté, mais que tu commences 10 ans plus tard. Puis ça, je vais en parler plus tantôt avec l'intérêt composé, OK? Mais c'est juste ça. Fait qu'il faut juste que tu trouves le sweet spot, puis comme je dis, jamais que je vais dire à quelqu'un fais juste investir et fais rien de ta vie. Genre, jamais. Ce serait cave, tu comprends? C'est juste investir pour te bâtir une liberté éventuellement, parce qu'en bout de ligne, c'est ça que tu veux, mais que tu le sais peut-être pas, tu comprends? C'est quand tu vas voir que la liberté que ça te procure, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui va te procurer plus de bonheur que ça.
Mais ça, c'est dur de le réaliser parce que quand, mettons, tu commences, tout ça, mais quand tu es rendu là et tu le vis, tu es comme, oh shit, j'ai tellement vraiment bien fait de mettre de l'argent de côté dans les 10-15 dernières années. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple, mettons le mien, OK? Moi, là, j'ai commencé à investir jeune, puis aujourd'hui, je meurs demain matin, mettons, là. J'ai aucun regret. Puis j'ai investi plus que la majorité des gens en pourcentage de mon salaire, puis tout. Mais j'ai jamais eu l'impression de me priver, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, moi, si je décède, là, demain, là, après le live, il fait une crise à cœur, OK? Genre, j'ai pas de regret à ce niveau-là. Parce que j'ai juste, bon, les probabilités, OK, c'était vraiment pas. Les chances étaient faibles que je meure soudainement à 34 ans, mais gars, c'est arrivé. OK. Mais je regrette rien. Genre, parce que je le sais que j'ai joué les probabilités, puis que dans la majorité des cas, ben, ça aurait été avantageux pour moi d'avoir cet argent-là. Puis, je ne le regrette pas non plus. Tu comprends? De l'avoir, ça m'a juste comme. J'ai aimé ça, investir, puis voir mon capital grossir, puis voir la liberté que ça allait me procurer. C'était satisfaisant pour moi, plus que de prendre ce cash-là puis de le dépenser dans plein de gogos inutiles. Tu comprends? Parce que je me connais bien, puis je le sais qu'est-ce qui m'amène du bonheur dans ma vie, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Je n'ai pas besoin de dépenser dans des niaiseries pour moi, tu comprends? Puis ça, c'est personnel à chacun. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, puis de bien se connaître en tant que personne, parce que c'est là que tu es enligné après, puis que là, ça te permet de faire les bons choix par la suite. C'est beaucoup plus facile. Fait que, peut-on transférer un CELIAP dans un REER? Si oui, y a-t-il une pénalité? Si tu n'achètes pas de maison, tu peux transférer un CELIAP dans un REER éventuellement. Puis non, il n'y a pas de pénalité, puis ça n'affecte pas tes droits de cotisation. Fait que ça, c'est vraiment hot. C'est quoi le pourcentage de la paie que tu conseilles de mettre de côté? Minimum 10 de ton revenu brut, mettons, c'est le minimum à viser. Au début, c'est que tu commences avec ce que tu es capable. Fait que si tu es capable de mettre 5 tu mets 5 OK? L'important, c'est de commencer, prendre l'habitude, puis de juste comme casser tes comportements, puis de juste prendre le beat. Une fois que tu as commencé à investir le montant que tu es capable, ton objectif devrait être de t'enligner le plus vite possible vers le 10 de ta paye brute pour avoir comme c'est une bonne base, OK? Puis après ça, si tu veux devenir indépendant financièrement plus rapidement, puis ça dépend de tes objectifs, bien là, c'est sûr que tu peux en mettre plus, donc 15, 20, 30 ça dépend de combien tu es prêt à sacrifier, entre guillemets, aujourd'hui pour arriver à ta liberté le plus rapidement possible. Tu comprends? Puis ça, bien, comme je t'ai dit, c'est personnel à chacun. Mais le minimum à viser, 10 Puis si tu veux être indépendant financièrement, mettons quand même assez rapidement, c'est plus entre 15 et 30 qu'il faut viser pour atteindre l'indépendance financière plus vite. Bonsoir, Yves-Olivier. Salut, Sandra. Comment on fait pour prendre un rendez-vous avec toi? J'ai déjà toutes mes dépenses et budgets de fait. Tu peux m'envoyer un message, William, ou Jean-Denis, je ne sais pas lequel qui est ton nom de famille. Mais dans le fond, tu peux m'envoyer un message, puis après ça, je pourrais te contacter et t'expliquer comment ça fonctionne. Mais tu peux m'écrire sur Messenger. Est-ce que tu enregistres les lives? Oui, ils vont être disponibles un mois sur ma page Facebook après. Le live, il reste là, dans le fond. Fait que tu peux aller leur écouter dans la section vidéo. Là, tu descends un peu, puis tu vas le voir pendant un mois. Je voudrais, moi aussi, prendre rendez-vous avec toi. Ben, comme je dis, écris-moi dans les commentaires, puis pas dans les commentaires, excuse, dans Messenger, puis je vais pouvoir te contacter. Le CELI, quand j'ai atteint le max pour l'année, je l'investis une fois par année ou c'est mieux un peu à chaque mois? Bonne question. Dans le fond, ça dépend. Moi, j'aime mieux à chaque mois parce que tu suis le marché, dans le fond. Fait que, si, exemple, tu as des mois que ça baisse, ben, tu achètes plus de parts quand ça baisse. Fait que j'aime bien ça. Puis quand tu prélèves automatiquement, tu es sûr que c'est fait. Tandis que des fois, le mettre à la fin de l'année, ça pourrait arriver que finalement, comme tu ne l'as pas mis ou il y a eu un imprévu ou que tu mettes moins. Tandis que quand c'est en prélèvement automatique, tu n'y penses pas, ça se fait tout seul. Puis tu es sûr qu'à la fin de l'année, il est mis. Puis en plus, si les marchés ont baissé pendant l'année, ben, tu as profité des baisses. Fait que moi, j'aime bien ça, les prélèvements automatiques. Est-ce que ça vaut la peine d'investir si j'ai pour but d'acheter une maison dans 2 ans? Avec mon CELIAP? Oui, ben, en fait, investir. Tu mets ton argent dans le CELIAP, mais tu ne l'investis pas, mettons, dans des actions, parce que là, tu as juste 2 ans. Si tu achètes ta maison dans 2 ans, tu ne veux pas qu'il arrive une crise économique dans 1 an, puis là, tu perds, comme 40 tu comprends? Parce que tu as besoin de ton argent dans 2 ans. Fait que comme je disais dans l'autre live,
Quand tu investis, donc investir, mettons, dans des actions, des fonds, puis tout, il faut que tu investisses pour au moins 10 ans et plus pour dire que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Fait que si c'est pour une maison dans 2-3 ans, tu peux mettre l'argent à l'intérieur de ton CELIAP, mais tu ne la mets pas, mettons, tu ne l'investis pas dans des actions ou dans des fonds ou dans quelque chose de très volatile. OK? Fait que tu la mets dans quelque chose qui est beaucoup plus safe pour pas que ton capital diminue si tu en as besoin dans 2 ans. Tu veux conserver. Ton but, dans le fond, c'est pas de faire du rendement, c'est d'avoir ton capital et ta mise de fonds quand tu vas vouloir acheter ta maison. Prendre des REER, quelle serait ta recommandation dans la gestion du retour d'impôt? Conserver pour acheter les REER l'année suivante ou placer en CELI ou autre? Bonne question, Julie. Dans le fond, ce qui est le plus payant, c'est que si, exemple, tu as pris, mettons que tu as un taux d'imposition de 50 pour faire ça simple, tu as pris 20 000 de REER, tu reçois 10 000 de retour d'impôt, bien, dans le fond, si tu le remets en REER l'année d'après, bien, tu vas te rechercher un autre 5 000. Si tu le remets en REER l'année d'après, tu vas te rechercher un autre 2 500. Fait que, avec le même argent que tu fais rouler, bien, tu vas te rechercher des économies d'impôt. Fait que, le REER, dans le fond, est tout le temps le premier à prioriser à cause que si ton taux d'imposition il est élevé, quand tu vas le ressortir plus tard, puis ton taux d'imposition, tu t'arranges pour qu'il soit plus bas, bien, c'est là que tu fais de l'argent avec le REER. Fait que, généralement, tu veux aller REER en premier, puis après ça, en CELI, mais ça dépend des taux d'imposition. OK? Fait que là, je te dis règle générale, là, mais c'est ça. Fait que le retour d'impôt, aussi, si tu as des enfants, puis mettons régime épargne-études, tu pourrais mettre les retours d'impôt d'un régime épargne-études. Fait que là, mettons que tu as 2 enfants, tu as un retour d'impôt de 5 000, bien, tu pourrais mettre 2 500 dans chaque régime épargne-études. Comme ça, tu vas te chercher 30 de rendement du gouvernement, des subventions, avec le retour d'impôt que tu as eu. Fait que c'est super efficace. Là. J'ai sacrifié beaucoup pour du placement quand j'étais jeune. Macaroni et riz, environ 10 ans de temps. Je regrette vraiment pas. Merci François. Ça, c'est quelqu'un qui est rendu plus loin dans sa vie. Puis c'est ça. C'est tous les gens que je rencontre qui ont, comme je disais tantôt, qui ont bâti une certaine indépendance financière puis qui ont comme des investissements. Il n'y a personne qui le regrette. Là. Il n'y a personne qui dit « Ah, j'ai pas assez profité de la vie plus jeune. » Personne. J'ai jamais entendu ça. Je te dis jamais, 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 jamais. Il n'y a personne qui regrette d'avoir des placements ou des investissements qui donnent des options. Ça arrive juste pas. Bonsoir, que penses-tu des FNB d'obligations? C'est-il essentiel dans un portefeuille ou me conseilles-tu de rester 100% en action pour un horizon de 20 ans et plus? Écoute, Nicolas, vite de même, dans le fond, je ne connais pas tout ton dossier, fait que je peux pas te faire une recommandation là-dessus, mais dans le sens que, règle générale, si tu es à l'aise d'être 100% en action, puis tu es à l'aise avec la volatilité, puis ta tolérance au risque, tu comprends la game, les principes de base, de laisser l'argent travailler, puis de ne pas te casser la tête, puis nanana, genre 100% en action sur le long terme, c'est comme ce qui amène les meilleurs résultats quand on regarde historiquement parlant. Il faut juste que tu laisses l'argent travailler, par contre, comme on disait, puis pas faire des erreurs émotives. Fait que si mettons, tu es un robot ou que tu touches jamais à ton argent, mettons, tu ne regardes jamais pendant 20 ans, 100% en action va probablement avoir été la meilleure chose. Mais on s'entend, 100% en action de qualité. Donc, mettons des FNB indiciels ou des choses comme ça, pas 100% d'actions de compagnies de crypto qui viennent d'ouvrir. Tu sais que là, tu peux comme perdre 90%. Okay? On parle de 100% d'actions de qualité. Donc, dans des fonds, des placements, on va dire, pépère, classiques, genre, ça, c'est 100% en action dans ce genre de produit-là. C'est ça qui va t'amener les meilleurs résultats. Si j'ai une maison, est-ce que je peux prendre un CELIAP jusqu'à son maximum de 8 000, le déplacer dans un REER? Non, dans le fond, si tu as une maison, tu ne peux pas avoir de gros CELIAP. Désolé, mais si ta réflexion t'est bonne, tu es wise, mais non, tu ne peux pas. Désolé. Les millionnaires économisent 50% de leurs revenus. Les milliardaires économisent 75%. Bien, ça dépend des gens. Là. Il y en a qui c'est moins que ça, mais c'est sûr que dans le fond, plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile d'investir beaucoup en pourcentage de ton revenu. T'sais. Surtout si à un moment donné, exemple, tu gagnes, tu as un train de vie à 100 000 par année, puis que tu dis, moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Bien, si tu gagnes à un moment donné 1 million dans ta vie, puis 2 millions dans ta vie, bien, c'est comme, mettons, en salaire, exemple, bien, c'est facile de mettre genre 80% de ta paye parce que tu as juste besoin de 100 000. T'sais. Fait que plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile de mettre de l'argent de côté en pourcentage. C'est juste logique. Par contre, le problème, c'est que pour ça que je dis que les comportements, c'est important, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas les bons comportements, ils n'ont pas les bonnes habitudes. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils reproduisent les mêmes erreurs avec plus d'argent. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes les bonnes habitudes le plus tôt possible avec un peu d'argent, pour que quand tu as plus d'argent plus tard, tes habitudes, tes comportements, ils suivent. Parce que si tu ne changes pas tes habitudes, tes comportements, tu gagnes 50 000 par année, puis tu dépenses tout, tu t'endettes,
Quand tu vas gagner 200 000 par année, guess what? Ça ira pas mieux tes finances, ça va aller pire. Parce que tu vas faire les mêmes erreurs, mais avec plus d'argent, puis tu peux t'endetter encore plus avec 200 000. Les gens qui font faillite, c'est souvent des gens qui ont des bons revenus, mais qui gèrent mal leur argent. Fait que c'est important de comprendre ça. Okay? Parce que si tu as des bons revenus, mais que tu ne sais pas bien gérer ton argent, c'est zéro. Si tu as des bons revenus et que tu sais bien gérer ton argent, c'est la combinaison ultime. C'est ça que tu veux. Mais si tu as des revenus moyens et que tu sais bien gérer ton argent, tu vas quand même te tirer d'affaires pas pire. Okay? Mais je te le dis, mauvais comportement, mauvaises habitudes, pas de connaissances, ignorance financière puis beaucoup d'argent, c'est crissement pas un bon mélange. Okay? Vraiment pas. Ça finit mal. Vraiment. Peux-tu nous parler de l'achat d'une maison actuellement avec le marché? On nous dit que ça ne redescendra pas et qu'on ne perdra pas d'argent sur le long terme, mais j'ai un gros doute. J'ai besoin de ton avis. J'ai déjà une maison que je n'ai pas payée cher il y a 5 ans. J'envisage l'achat d'une nouvelle maison pour agrandir. Écoute, je n'ai parlé l'autre fois dans mon live. Fait que tu irais écouter l'autre live. Non, c'est pas vrai. Je t'agniaise. Fait que, dans le fond, les maisons, OK, c'est tout le temps la même affaire. C'est que il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce qui va arriver, OK? Donc, il n'y a personne qui peut savoir, OK, les maisons, ça va baisser de temps, ça va faire ça, ça va prendre tant de valeur. Il n'y a personne qui le sait, OK? Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu sois capable de la payer à chaque mois. Fait que, tu sais, ce que je disais, dans le fond, l'autre fois, c'est pas compliqué, c'est que si tu agrandis ta maison, il faut que tu te fasses une genre de simulation un peu en disant, OK, si j'achète ma prochaine maison, ça va me coûter, exemple, X montant de plus par mois pour payer tout. Là. Pas juste l'hypothèque, là, les taxes, entretiens, assurances, puis tout le kit. OK? Puis là, mettons qu'on dit, exemple, là, je dis des chiffres de même, c'est 1000 pièces de plus par mois. OK? Bien, est-ce qu'en payant 1000 pièces de plus par mois pour me loger, je vais être capable de continuer d'investir pour mes projets futurs qui sont importants pour moi? Exemple, que la liberté financière, c'est important pour toi. Puis que là, si tu as ta maison, tu n'es plus capable de placer d'argent pour ta liberté financière, ça va te faire chier. Tu comprends? Fait que ça serait peut-être pas un bon move de faire tout ton achat de maison. L'autre côté, si aussi tu dis, parfait, j'achète ma maison, ça me coûte 1000 pièces de plus, bien avec le 1000 pièces de plus par mois que tu vas payer, est-ce que tu es capable de continuer d'avoir une vie que tu aimes puis un train de vie qui a du bon sens? Parce que si tu es prisonnière de ta maison puis que tu ne fais rien dans ta maison, tu vas trouver que ta vie est plate puis tu vas le regretter, ta maison. Fait que moi, par expérience, si tu es capable de répondre oui aux deux questions, j'achète ma maison ou j'agrandis avec une nouvelle maison, je déménage dans plus grand, ça me coûte plus cher, mais je suis capable de continuer de mettre mon montant qui est important pour moi de côté, puis je suis capable de continuer de dépenser, d'avoir une vie qui me convient là, ben oui, c'est bien correct, tu comprends, il n'y a pas de trouble. Puis la maison, il ne faut pas que tu l'achètes pour le côté strictement financier de la chose, parce que comme je l'ai dit dans l'autre live, tu peux faire des investissements des fois qui vont être plus payants que juste, mettons, la prise de valeur d'une maison, mais ça dépend aussi de bien des choses. Là. Mais tu comprends, c'est comme strictement financièrement parlant, la maison, si tu l'achètes juste pour le côté financier de la chose, ben c'est pas la meilleure stratégie. Tu comprends? Il faut que tu achètes la maison pour des raisons d'utilité émotionnelle, puis genre qui est comme, OK, je veux ça, puis que même si je perds un peu d'argent, ou que, mettons, versus si j'avais fait d'autres investissements, ou qu'en bout de ligne, c'est pas si avantageux que ça financièrement, ou que c'est normal, ben, je suis quand même contente d'avoir acheté ma maison. Okay? C'est juste ça. Il ne faut pas que tu l'achètes strictement pour des raisons financières parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis oui, en fait, ce qui est juste important à savoir, OK, c'est que s'il arrive une récession ou un gros ralentissement économique, OK, ça ne veut pas dire que les maisons vont cracher de 50 OK? C'est juste qu'à un moment donné, s'il arrive une vraie récession puis que ça va mal, puis c'est là que ça peut ralentir puis être stagné pendant un bout ou même diminuer un peu dans certains secteurs, tu comprends? Puis après ça, oui, sur le long terme, ça va prendre de la valeur. Ça, il n'y a pas de problème. C'est comme les actions, ça va monter. C'est juste qu'il y a des périodes que ça peut dropper. Puis quand il arrive un ralentissement économique ou une grosse récession, quand tu regardes historiquement, bien, le prix des maisons, ça ne continue pas d'exploser quand il y a une récession, OK? Parce que tout le monde perd le job, il y a le chômage augmente, fait qu'il n'y a plus d'acheteurs, tu comprends? Là, on n'est carrément pas là-dedans avec le marché immobilier en ce moment. Fait que c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça, puis là, ils ont le FOMO, le fear of missing out, puis là, ils sont comme, il faut que j'achète une maison là, puis c'est là que ça peut être dangereux à long terme, parce que tu peux faire des mauvais choix. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question, j'ai essayé de t'en donner le plus que je peux là-dessus. Tu parles souvent de ton autre live, y a-t-il un moyen de le voir quelque part? Oui, il est disponible sur ma page Facebook, je l'ai fait il y a 2 semaines, fait qu'il est encore là pendant 2 semaines, ils sont là 1 mois. À combien dans ton CELI tu te considérerais libre financièrement? Ben là, ça dépend de chaque personne, mais dans ton CELI, c'est parce que tu ne peux pas avoir
Je veux dire, si tu le cotises depuis le début, puis tu as fait des rendements, on va dire, normal de 7-8 tu ne peux pas avoir 1 million dans ton CELI. Fait que c'est comme, si tu as 250 000 dans ton CELI, c'est bien, mais probablement que c'est pas assez pour être indépendant financièrement, tu comprends? Fait qu'il n'y a pas juste le CELI qui existe. Là. Est-ce que tu étais libre financièrement quand tu as quitté ta job pour partir de ta business? Oui. Dans le fond, je ne suis pas indépendant financièrement, on va dire, pour le reste de ma vie, exemple, là, genre que je travaillerais zéro, mettons, le reste de ma vie. Tu sais, maintenant, avec l'inflation, puis tout, tu sais, il en manquerait, là, pour exemple 60 ans. Là. Mais pour quand même un bon bout, là, tu sais, mettons que je vis juste de mes investissements, je suis capable de t'offrir un bon bout. Là. Fait que, tu sais, j'avais quand même une certaine liberté de choix quand j'ai décidé de faire mon move. Fait que c'est pour ça, justement, que j'encourage les gens à se bâtir cette liberté-là parce que je le vis moi-même, ce que ça fait, tu sais, d'avoir cette liberté de choix-là et de ne pas avoir besoin de l'argent à court terme pour vivre, puis de pouvoir te permettre de faire justement les choses comme il faut. C'est comme moi, ma business, ça me permet de prendre le temps de la faire comme je veux, puis de ne pas couper des coins ronds, puis comme pour essayer d'aller chercher de l'argent plus rapidement, tu comprends? Puis que des fois, c'est des décisions qui t'amènent de l'argent à court terme, mais qui peuvent te scraper à long terme, tu comprends? Fait que moi, ça me permet d'avoir la patience dans ma business, de faire les choses comme il faut. Fait que c'est beaucoup plus facile quand tu te lances en affaires, quand tu n'as pas ce stress-là qui est là, tu sais, de comme si je ne vends pas, mettons, ben je mange pas. T'sais, fait que ça, quand c'est pas là, ça change vraiment la donne. T'sais. Fait que c'est un gros plus. REER plus ou REER? Je comprends pas trop ta question. C'est un produit que tu me parles là, Michael? Tu peux préciser. 26 ans, est-ce une bonne idée le REER FTQ? OK, le REER plus, tu parlais de FTQ. Dans le fond, FTQ, là, je vais faire ça simple. Si tu le vois comme de l'argent que tu ne veux pas toucher, mettons, jamais le reste de ta vie, puis que tu le vois comme un peu un complément à ton fonds de pension, oui, la FTQ, ça te donne le crédit d'impôt de plus, puis genre, c'est bien le fun, puis c'est parfait, puis oui, ça peut faire partie d'une diversification de portefeuille, puis c'est bien correct. Par contre, quand tu as 26 ans, le problème avec FTQ, c'est que c'est gelé. Okay? C'est que tu ne peux pas y toucher avant. À part, là, j'exclus le rap, là, parce que tu pourrais le rapper, mais il faut que tu le rembourses à FTQ. Mais mettons que tu veux sortir des REER à 40 ans, tu ne peux pas, tu comprends? Parce que des fois, ça pourrait être stratégique de sortir des REER plus tôt, tu comprends, qu'à ta retraite, à 60. Mais là, si tu as juste de la FTQ, tu ne peux pas, tu comprends? Fait que moi, généralement, ce que je dis à quelqu'un qui est jeune, c'est que si tu es prêt à avoir de l'argent qui est gelé comme dans un fonds de pension, puis que tu le vois comme une diversification de plus, puis un bonus pour aller chercher de crédit d'impôt, fine, prends-les, puis c'est bien correct. Mais si tu es quelqu'un que tu ne sais pas trop si tu vas tout le temps être à ce job-là, puis qu'à un moment donné, tu aimes ça faire peut-être des stratégies fiscales que tu penses plus tard que ça pourrait être bon, d'avoir des REER qui sont disponibles, accessibles, puis que tu n'es pas certain, ben comme, mets pas juste des REER FTQ. Tu peux en prendre peut-être un peu, mais pas juste ça. Il ne faut pas oublier que la FTQ, s'il y a un crédit d'impôt, je veux dire, c'est un incitatif parce que, en bout de ligne, la FTQ, quand on regarde ça, côté strictement financier de la chose, ça ne rapporte pas plus que, mettons, exemple, un FNB indiciel à long terme. Ça, c'est pas diversifié parce que c'est dans l'économie québécoise, ça fait que c'est juste comme au Québec. Puis, c'est gelé. Fait qu'on s'entend que ça n'a pas tant de qualité versus n'importe quel autre placement qui pourrait te rapporter plus, qui est accessible en tout temps, puis que tu n'as pas de contraintes, tu comprends? Fait que la seule raison, l'avantage de cotiser dans la FTQ, c'est le crédit d'impôt, que c'est comme si tu fais un 30 de rendement supplémentaire. Fait que ça, c'est bien, mais il y a un coût, il y a un prix à payer qui est gelé là. Fait que c'est à toi de savoir, OK, genre, d'évaluer si le fait que tu as 26 ans, ça te fait-tu chier si à 40, 45, tu as le goût de faire des stratégies avec tes REER et que tu peux pas? Puis si la réponse est oui, ben prends-les pas. Puis si ça ne te dérange pas parce que c'est de l'argent que tu vois anyway pour vraiment comme juste ta retraite à 60, ben oui, tu peux le mettre puis c'est bien correct. Bien que depuis une dizaine d'années que je mette de l'argent dans des REER FTQ, est-ce que d'avoir un fonds de pension qui va ramener 70 de ton salaire est suffisant pour une retraite confortable, même si évidemment je sais qu'un n'empêche pas l'autre? La règle du 70 ça dépend tellement parce que c'est pas tout le monde, dans le fond, c'est parce que
c'est 70%, mettons, du brut, la règle, puis c'est parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes déductions, fait que le net n'est pas pareil. Puis après ça, c'est pas tout le monde qui a besoin de la même affaire. Fait que la règle du 70, c'est trop une règle générale, là, pour vrai. Fait que je te dirais que le meilleur moyen de savoir si c'est assez, c'est comme, dis-toi, demain matin, je suis à la retraite, OK? Mettons, ma maison est payée, j'ai plus de dette, exemple. C'est ça, idéalement, que tu veux quand tu es à la retraite, là. C'est quoi que je fais de mon temps, mais elle est en dollars d'aujourd'hui, OK? Fait que là, tu arrives, exemple, bon, OK, je fais ça de mon temps, si je fais telle activité, ça va me coûter, mettons, tant. OK, parfait. Fais-le en dollars d'aujourd'hui. Puis là, après ça, mettons que tu arrives, exemple, je dis des chiffres de même, là, à 4 000 par mois. Bien là, indexe-les. Fait que tu vas checker, mettons, 4 000 à 2,5 %, mettons, dans 20 ans. Je ne sais pas c'est quand est-ce ta retraite, là, mais mettons, dans 20 ans. Ça vaut combien? Fait que mettons que ça vaut 6 000. OK? Bien là, va checker, mettons, avec ton fonds de pension, combien que ça te donne dans 25 ans, ta rente, ça va être quoi, tu comprends? Fait que genre, là, ça va juste te donner une idée. Bon, ben mon fonds de pension en ligne de même, genre, je suis parti pour être correct ou pas? Ça va juste te donner un aperçu. On s'entend, c'est très général ce que je viens de te dire. Là. Tu ne fais pas un plan de retraite avec ça. OK? C'est juste comme pour te donner une idée. Parce que si, mettons, tu dis, OK, j'ai besoin de 4-5 000, mon fonds de pension, dans le meilleur des mondes, va m'en donner 2 500, exemple. C'est comme, OK, là, OK, ça ne marche pas. Ça va tout de suite t'enligner. Fait que ça dépend de ton fonds de pension, c'est quoi que tu as aussi. Il y a plusieurs facteurs là, à considérer, mais juste comme, commence avec combien que j'ai besoin demain matin si je suis à la retraite, à peu près, puis ça va déjà te donner un point de départ. Parce que c'est pas mal l'information la plus importante quand tu veux savoir si tu en as assez, c'est celle-là. Comme tu dis si bien dans chaque vidéo, le plus tôt investir est vraiment rentable à long terme. Tu n'auras pas besoin d'attendre à tes 60 ans pour voir ton argent travailler. Tu commences à 18 ans, à 30 ans, tu commences à comprendre l'importance de la stratégie. Après 10-12 ans de placement, l'argent travaille pour toi. C'est un méchant level up. Et en plein ça, Joey, c'est exactement. C'est que si tu es capable de comprendre que, tu sais, quand tu commences, tu es rendu à 30 ans là, ou à 35 ans, puis là, tu réussis à gagner, mettons, des 2-3 000 par mois avec tes investissements, là, ben, ça te donne des options, 2-3 000 par mois. Tu es capable de diminuer tes heures pour préparer un move que tu fais éventuellement. Tu vois, fait que là, ça te motive à en mettre encore plus pour que, que ça soit 4 000 par mois, 5 000 par mois que ça te génère. T'sais. Puis là, ça devient ça devient positif, là, tu comprends? Là, tu es rendu que ton switch, c'est comme, ça ne te tente même plus de dépenser parce que ça te procure plus de bonheur de voir ton capital grossir, puis la liberté que ça va te procurer, que d'acheter d'autres affaires. Ça, c'est vraiment un mindset shift qui se fait m'amener, puis ça arrive après un certain temps quand tu vois l'intérêt, justement, qui te rapporte, puis l'argent qui travaille pour toi, là, ça devient vraiment comme motivant. Là. Fait que, mais au début, c'est ça, il faut que tu passes à travers la traversée du désert, que les premières années, l'intérêt composé, comme on va voir tantôt, c'est rien de sexy, c'est pas impressionnant, mais c'est quand tu commences à être plus tard, là, OK, t'es comme shit, OK, je le vois, là, le 10 ans que j'ai fait, là, à quel point ça change la donne, là, c'est fou, là, tu sais. Fait que ça, c'est beau, ça, c'est beau. Fait que je vais arrêter là, je vais être rendu ici pour le prochain. Je vais juste comme faire mon prochain sujet, puis après ça, je vais repartir avec une batch de questions. Fait que pour faire du pouce avec dans le fond, je vais aller ici, là. Ce qu'on disait tantôt d'intelligence financière, puis tout ça, OK? C'est évidemment, dans le fond, la question des dettes. OK? Parce que, en ce moment, on l'a vu, il y a des statistiques qui viennent de sortir encore au Québec. Il y a beaucoup de monde qui sont à la dernière scène, qui vivent de paye en paye, puis il y a beaucoup de monde qui sont endettés. OK? Donc, là, ce que je veux parler, c'est les dettes parce que c'est préoccupant pour vraiment beaucoup de gens. Puis, je veux parler de certains points qui sont importants, non seulement pour les rembourser, mais également comment les utiliser de façon efficace puis tout ça. Fait que je veux qu'on parle un petit peu des dettes parce que c'est vraiment un sujet qui est super, super important. Puis, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui, des fois, je pense, qui auraient intérêt à comme, comprendre une coupe d'affaires. Fait que dans le fond, en partant, quand on parle de dette, il y a tout le temps des gens qui vont dire il y a des bonnes dettes puis il y a des mauvaises dettes. Puis c'est vrai, OK? Puis dans le fond, si tu me demandes, Fred, c'est quoi une bonne dette? C'est quoi une mauvaise dette? Je vais te le résumer très simplement, OK? Une bonne dette, c'est tout ce qui rapporte de l'argent, OK? Dans tes poches. Puis une mauvaise dette, c'est tout ce qui te coûte de l'argent, OK? Ce qui sort de l'argent de tes poches à chaque mois, aussi simple que ça, OK? Fait
Fait que ça veut dire quoi? Il y a quand même des dettes que c'est un peu spécial. Ce n'est pas des automatiques. OK? Je te donne un exemple. Une dette d'études. Souvent, il y a des gens qui vont dire ah, les études, dette d'études, c'est bon, ça, c'est une bonne dette. Ça dépend. Si tu étudiais en médecine, mettons, puis que tu gagnes 400 000 par année, puis si tu n'avais pas eu ta dette d'études, tu n'aurais pas pu être médecin, je suis d'accord avec toi, c'était une bonne dette. C'était ton seul moyen d'être médecin, puis comme ton retour sur investissement est vraiment excellent. Si tu as étudié 7 ans en sciences humaines, pas de maths, puis que tu finis avec un DEC sans mention, puis que tu t'es endetté de 20 000, mettons, je ne peux pas considérer ça comme une bonne dette. Tu comprends? C'est comme, c'est moyen. C'est comme des fois, il y en a qui étudient, puis qui justifient le fait, ah, je suis aux études, c'est une bonne dette, puis qui s'endettent de 30-40 000, qui font 3 bacs différents, puis finalement, ils ne travaillent pas dans aucun bac dans lequel ils ont étudié. Fait que c'est bien beau, tu as des connaissances, OK, mais ton retour sur investissement, il n'est pas là. Fait qu'il faut juste que tu te rentres à l'évidence, puis là, tu as 40 000 de dette. Fait que ça, dans ce cas-là, ben, c'est pas une bonne dette. OK? Fait que c'est pour ça que je dis, cette dette, même dette-là génère de l'argent, fait que c'est une bonne dette. L'autre, elle n'en génère pas. La même dette, elle n'en génère pas dans l'autre scénario. C'est une mauvaise dette. OK? Fait que c'est là-dessus, ça dépend. Même chose, exemple, avec une dette, par exemple, d'un 4 roues, exemple. OK? Mettons quelqu'un qui finance un VTT. On s'entend, c'est pas bon. Financer un VTT, genre 400$ par mois, c'est une mauvaise dette, à première vue. Mais mettons que je fais du Airbnb avec mon chalet ou que je fais de la location à la journée, puis là, mon 4 roues, je le loue, mettons, 1000$ par mois. Puis je gagne 1000$ de revenus avec ça, puis qui me coûte 400$, ben c'est comme je viens de générer 600$ par mois, tu comprends? Fait que c'est-tu une mauvaise dette? Ben, ça me génère de l'argent, tu comprends? Fait que là, c'est comme, non, finalement, c'est pas tant une mauvaise dette. Fait que ça dépend comment que tu l'utilises. Mais règle générale, OK? Tout ce qui est dette de consommation, c'est des mauvaises dettes. Puis les seules dettes que je dirais qui sont, on va dire, acceptables, qui sont des bonnes dettes, c'est des dettes d'immobilier pour bâtir, mettons, un parc immobilier puis générer des revenus avec l'immobilier. Fait que ça, c'est une bonne dette. Si c'est bien fait, évidemment, là, on s'entend, il faut faire comme il faut. Puis également une dette pour lancer, mettons, une business. Exemple, que tu startes ta business, tu n'as aucune liquidité, mais tu as une bonne idée, tu as du vouloir, puis tu veux saisir l'opportunité parce que c'est bon là de faire ton idée, puis ben, c'est comme oui, okay, si tu t'endettes de 100 000 pour starter ta business, tu fais les bonnes choses, puis dans 5-6 ans, ta business, ça vaut 2-3 millions parce que tu as bien fait les affaires, ben, on s'entend que c'était une très bonne dette. OK? Fait que c'est les deux exceptions que je dirais. Une hypothèque pour une maison, je dirais ça dépend. OK? Ça dépend parce que, comme je n'ai parlé dans l'autre fois, c'est une maison, c'est pas tout le temps comme une bonne dette, c'est pas tout le temps nécessairement un investissement quand on regarde sur 25-30 ans. Il y a beaucoup d'argent qui sort. Fait que des fois, ça peut être correct, mais je dirais que c'est pas comme la top dette pareil, OK? Fait que c'est juste ça à retenir. Elle est comme entre les deux, OK, mettons. Fait que maintenant, ce que je veux parler, parce que j'ai fait une couple de clips ces réseaux, puis j'ai tout le temps un peu du monde qui challenge là-dessus, puis je veux juste prendre le temps d'expliquer, parce que des fois, des clips, tu n'as pas toutes les perspectives, puis tu n'as pas toutes non plus les données. T'sais. Fait que là, je vais prendre le temps d'expliquer les choses comme il faut. Fait que moi, dans le fond, quand on parle de rembourser les dettes, je parle souvent de la technique boule de neige. OK? Puis la technique boule de neige, ça consiste à de commencer avec ta plus petite dette. Ça veut dire que tu ne regardes pas le taux d'intérêt, puis tu fais juste commencer avec la dette qui a le plus petit solde. Tu focuses sur elle. Quand tu as fini de payer, tu pognes le montant que tu mettais, puis après ça, tu le mets sur l'autre plus petite, puis après ça, l'autre plus petite, puis après ça, l'autre plus petite. OK? Fait que mettons dans un exemple que je fais dans mes formations, la personne commence à payer sa première dette, ça lui coûte 200 par mois, puis elle dispose de 400$ par mois qu'elle veut mettre en épargne. Mais là, je lui dis, clenche tes dettes parce que c'est ça qui est le mieux en ce moment. Fait que là, elle pogne le 400$, puis elle l'ajoute à son 200$ de sa première dette qu'elle paye. OK? Après ça, 3 mois plus tard, cette dette-là est payée, puis là, elle a 600$ qu'elle dispose. Fait que là, elle pogne, puis elle le met sur son autre dette d'après. Que cette dette-là, il coûte 300$ par mois. Fait que là, elle est rendue qu'elle met 900$ par mois sur sa dette 2. Après une couple de mois, la dette 2 est finie de payer. Puis là, elle pogne ce 900$ par mois-là, puis après ça, elle le met sur l'autre plus petite dette. Okay, qui était comme la deuxième plus grosse. Là. Fait que là, elle la met là. Puis là, après ça, elle met, mettons, 1400$ par mois parce que c'était 900 plus le paiement qu'elle faisait déjà sur son autre dette. Puis, ainsi de suite, jusqu'à temps que toutes les dettes soient éclancées. Fait que là, en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que la personne, elle a clenché toutes ses dettes en 20 mois dans l'exemple que je fais. Puis après ça, elle a 1800$ par mois qu'elle dispose maintenant pour faire ce qu'elle veut avec. Fait qu'on s'entend que quand tu as fait ça pendant, dans mon exemple, c'est 20 mois que ça a pris, bien,
Quand tu fais ça pendant 20 mois, là, puis que tu as souffert, là, puis que tu as juste payé des dettes, puis que tu n'as rien fait quasiment de ta vie parce qu'il fallait que tu rembourses tes dettes, puis que ta vie, tu la trouvais plate, là, ben, je te le dis, tu ne te rendettes plus après. Tu ne te rendettes plus. Puis, après ça, c'est facile de mettre de l'argent de côté parce que tu es habitué de ne pas avoir cet argent-là. Puis là, tu appognes, puis au lieu de payer de l'intérêt, tu gagnes de l'intérêt. Fait que là, c'est le fun en tabarouette. OK? Fait que là, c'est plaisant. Fait que genre, c'est facile de mettre de l'argent de côté après quand tu es habitué de ne pas avoir 1800 par mois parce que tu le mets dans tes dettes. Puis là, des fois, le monde, ils vont dire ouais, mais Fred, je suis mieux de commencer avec la plus grosse, elle qui me coûte le plus d'intérêt. Puis mathématiquement parlant, oui, c'est vrai. Puis si toi, mettons, tu aimes mieux payer la plus gros taux d'intérêt en premier, puis que tu es capable de le faire, mettons, fais-le, puis c'est bien correct. L'important, c'est que tu payes tes dettes. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Moi, tout ce que je dis, c'est que la technique boule de neige qui te fait commencer par la plus petite, c'est que ça te permet d'être plus motivant, puis tu as plus de chances de te rendre au bout du processus parce que tu vois que tu progresses puis que tu avances. Parce que quand tu commences avec la plus grosse, elle baisse pas vite au début, puis ça peut être plus décourageant puis moins comme motivant que ta première dette, que oh, bon, j'en ai une déclarée, après ça, là, bon, j'en ai une autre déclarée, puis là, que tu sens que tu progresses. Fait que c'est juste ça que je dis. Fait que si toi, tu veux commencer avec le plus haut taux d'intérêt, pas de trouble. Paye le plus haut taux d'intérêt, puis après ça, tu fais le même principe. Quand tu as fini de payer, tu pognes ça, tu t'en vas clencher le deuxième plus haut taux d'intérêt, puis c'est bien correct. Mais pour l'avoir vécu avec des clients, l'avoir fait avec des clients, la plupart du temps, quand ils font cette technique-là, ça marche vraiment, puis ils m'en parlent, c'est comme la motivation, elle est là, ils ont le couteau entre les dents, puis là, tu sens que tu avances, puis là, c'est le fun. Puis c'est le même que tu te rends au bout du processus. Fait que par expérience, moi, j'ai vu que c'était plus efficace de faire ça que de commencer avec soit la plus grosse en solde ou la plus grosse en taux d'intérêt. Puis ça, cette technique-là, tu sais, beaucoup de monde le savent, c'est Dave Ramsey qui conseille ça. Puis Dave Ramsey, moi, c'est de lui que j'ai pris cette technique-là. Puis au début, je trouvais que c'était comme crime, ça fait du sens. Puis là, je l'essaie avec des clients, puis j'ai comme crime, OK, ça marche vraiment. Puis tu sais, Dave Ramsey, ça fait 35 ans qu'il fait de l'éducation aux États-Unis financière, puis tout. Puis il haït les dettes. Fait que je veux dire, on s'entend que si lui, il conseille ça, c'est parce que ça marche, tu comprends? Fait que casse-toi pas la tête, puis fais ça, puis c'est sûr que ça va marcher, puis tes dettes, tu vas éclencher. Fait que c'est ça que j'avais à dire pour les dettes. Fait que je vais retourner dans les commentaires pour une couple de questions. J'ai investi dans le SP500 puis dans le Nasdaq 100. Trouves-tu ça trop redondant? Vaut-il mieux simplifier en restant dans le SP500, histoire de limiter les risques de bulles? Écoute, dans le fond, si tu as du SP500, tu as du Nasdaq 100, puis toi, je veux dire, si tu investis pour le long terme, il y en a. C'est comme si tu es à l'aise avec le risque, je veux dire, ça peut être très bon. Là, moi, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer. Il n'y a personne qui a de boule de cristal. Moi, le premier. Fait que genre, ce que tu as en ce moment du SP500, du Nasdaq, à long terme, ça peut être très bon. Puis si tu as juste du SP500, ça peut être très bon également. L'important, c'est que tu sois en mesure de laisser l'argent travailler, puis que tu n'essayes pas d'anticiper ce qui va se passer, puis de tout le temps essayer de jouer le marché, puis tout. C'est comme, une fois que tu as fait ton choix, j'ai investi dans X puis dans Y, tu parques l'argent là, puis tu le laisses travailler, puis tu n'y touches plus jamais, tu comprends? C'est ça qui est important. Fait que c'est pour ça que ça te prend, comme Warren Buffett dit, c'est comme si tu as quelque chose que tu achètes, puis que tu n'es pas prêt à le détenir pendant 10 ans au moins, achète-les pas. Achète-les juste pas. Fait que comme, détermine c'est quoi que tu veux avoir, puis une fois que tu l'as déterminé, achète-les, puis laisse-les travailler pendant au moins 10 ans. J'ai investi depuis 2018 dans les marchés. J'ai un taux annualisé de 20 pour mes rénovations de maison. Est-ce que je vends des CELI pour payer mes rénovations? Je prends ma marge hypothécaire pour payer mes rénovations. Je prends de ma marge de l'investissement réel avec le retour d'impôt. Je paye. Écoute, Steve, c'est toutes des bonnes idées dans le sens que là, il faut que tu fasses attention. J'ai 20 de retour, c'est dans les 7 dernières années. Il y a eu le COVID, il y a eu tout. Fait qu'on s'entend, autrement dit, c'était facile de faire de l'argent dans les dernières années. Je t'enlève rien. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as fait 20 sur 7 ans que ta moyenne sur le long terme va être 20 tout le temps. Ça finit toujours par se rééquilibrer à long terme, surtout dans les dernières années que ça a vraiment été excellent, là, les marchés. Fait que si à un moment donné, il arrive un gros crash, ta moyenne sur 10 ans ou 12 ans, là, mettons, elle va baisser beaucoup. Là. Fait que, en ce moment, autrement dit, il faut juste que tu y ailles avec ce que tu es le plus à l'aise psychologiquement parlant. C'est-à-dire, OK, moi, sortir mes placements, est-ce que ça te fait plus suer que de t'endetter? Puis es-tu à l'aise d'avoir une dette pour rembourser, mettons, pour faire tes rénovations, puis comme de garder tes placements? C'est comme, il faut que tu y ailles selon que tu es le plus à l'aise. Moi, personnellement,
j'aime bien payer cash puis avoir le moins de dettes, mettons, possible pour avoir gardé mon argent pour continuer d'investir après, puis que je n'ai pas ça dans des dettes. Mais si toi, tu veux garder tes placements, tu sais, c'est libre à toi, tu comprends? Ça dépend de comment tu es, puis psychologiquement parlant, c'est quoi qui te fait sentir le mieux. Là. Fait que, tu sais, je peux pas te répondre comme c'est ça, parce que ça dépend vraiment de la personne, de sa situation, de son profil d'investisseur, puis de plein de choses, puis de comment elle est aussi, psychologiquement parlant, envers les dettes. En gros, c'est bon à très court terme, mais sur 30 ans, le SP500 va te rapporter 30 de plus. Donc, c'est bon pour ceux qui approchent de la retraite. C'est comme si tu fabriques un billet gagnant à vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ben, c'est carrément ça l'exemple que je dis dans ta liberté financière. C'est carrément comme si tu fais un guichet ou que tu as gagné à vie, c'est juste que tu le fais toi-même. Exactement ce que tu viens de dire, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'est comme tu es capable de te verser 1000$ par semaine à vie, c'est comme crème. C'est nice. C'est toi-même qui l'as fait, puis tes probabilités sont pas mal meilleures que de gagner à la loterie. Sur 5 ans, une maison. Sur 15 ans, une maison. Ouais, si tu es capable de payer en dedans de 15 ans une maison, c'est l'idéal, là, c'est super. J'ai utilisé cette technique aussi expliquée par Dave Ramsey et c'est la meilleure technique pour aider la psychologie financière. Cool, ben, je suis content que tu approuves ça, Jonathan. J'ai 36 ans et un REER collectif avec mon employeur 4% et un bonus en fin d'année de 5 000 brut. Mon REER collectif est beaucoup plus grand que mes REER CELI avec mon planificateur. Ton opinion, si je devais déposer mon bonus avec mon REER collectif pour prioriser l'effet boule de neige ou diversifier mes investissements avec un planificateur? Ah, dans le fond, écoute, que tu aies 5 000 dans le fond de plus dans ton pot avec, mettons que ton pot qui vaut 200 000 puis que tu mets 5 000 qui vaut 50 000, ça revient au même, tu comprends? Parce que c'est 5 000 de plus que tu as investi. Fait qu'il ne fera pas plus d'argent dans l'autre. Mettons que vous êtes dans le même produit puis que tu as 255 000 à cause du 5 000 que tu as ajouté puis que ça rapporte 10 bien, ça va te rapporter 10 sur ce 5 000-là. Mais si tu l'avais mis dans l'autre placement qui rapporte 10 aussi, même s'il y a 55 000 dans le placement, ben, tu aurais quand même fait 10 sur ce 5 000-là, tu comprends? Fait que ça revient au même. Fait que ça ne change rien. Fait que si tu aimes mieux avoir d'autres types de placements parce que tu aimes mieux être diversifié, ben va avec ça. Puis si tu aimes mieux aller les placements dans ton REER collectif, ben aller dans ton REER collectif. Fait que ça va y aller avec la préférence des placements, dans le fond, tout simplement. C'est plus motivant de travailler pour pouvoir se gâter que de travailler pour rendre de l'argent. Moi aussi, je déteste les dettes. Ben, en fait, ça dépend comment tu le vois, Déborah, parce que se gâter, oui, c'est plus motivant, mais il y en a que se gâter, c'est s'acheter de la liberté, tu comprends? C'est que c'est un mindset shift qui fait. Puis souvent, les gens qui veulent se gâter puis qui ont besoin de se gâter à tous les jours ou à toutes les semaines, c'est pas pour se gâter, c'est pour souvent essayer d'oublier puis essayer, genre, d'échapper à la réalité à laquelle ils sont, qui n'aiment pas le job, qui n'aiment pas, je sais pas, leur famille, leur relation, ou qui ont des insécurités ou ne sont pas bien quelque part dans leur vie. Puis c'est un escape. C'est genre comme un échappatoire de se gâter. Fait qu'il y en a qui se gâtent pour vrai, qui ont les moyens, puis tout. Puis ça, c'est bien correct, je parle pas de ça. Je parle que quelqu'un qui est, mettons, endetté puis qui va justifier le fait de « Ah, je me gâte pour pas mettre d'argent de côté », c'est souvent quelqu'un qui essaye de camoufler quelque chose, tu comprends? Puis de genre, juste comme, il n'est pas heureux dans une sphère de sa vie, puis là, il utilise la consommation pour justifier ses achats, puis pour essayer de cacher quelque chose qui n'est pas bien dedans de lui, tu sais. Que penses-tu d'emprunter pour investir en bourse? Généralement, je ne suis pas un gros fan d'emprunter pour investir en bourse. La seule exception que je dirais à ça, c'est que si tu as des REER puis des REE à rattraper, ce qui peut être bon, exemple, je te donne un exemple, tu as une hypothèque, tu as une marge hypothécaire de disponible, puis tu pourrais faire une stratégie REER que tu mettes, mettons, 50 000 de REER qui va te donner 20 000 de retour d'impôt, qui va diminuer ton revenu familial, qui va booster tes allocations familiales, que tu vas recevoir plus. Tu vas pogner les retours d'impôt plus les allocations, tu vas mettre ça après ça en régime épargne-études, puis tu vas repogner le reste pour remettre encore en REER, aller te rechercher un autre retour d'impôt l'année d'après. Bien là, c'est comme, là, ça peut valoir la peine d'emprunter sur sa maison parce que là, tu as du rendement garanti à cause des retours d'impôt, des économies fiscales, puis des rendements sur les subventions de 30 % c'est des régimes épargne-études, OK? Sauf que si tu empruntes pour investir, mettons, dans un CELI qui est en bourse, c'est que là, c'est vraiment le coût d'emprunt qui est, mettons, 5 % sur ton hypothèque, ta marge de crédit hypothécaire, versus ton rendement de CELI.
Puis là, ben, le problème avec ça, c'est que ton rendement de CELI sur le long terme, c'est une moyenne. Fait que ça se peut que dans les 5 prochaines années, il soit à, s'il arrive une récession, qu'il soit à 2-3 ou dans le moins, mettons, puis ça n'avait pas été super bon, puis tu as payé 5 d'intérêt de l'autre bord, tu comprends, fixe. Fait en bout de ligne, si tu dis mon rendement moyen, ça va être, je m'attends, exemple, à 7 dans mon CELI, puis que là, tu as une dette qui te coûte 5, ben, tu fais tout ça pour juste 2 tu comprends, en bout de ligne, sur 10 ans, tu sais, c'est pas si incroyable que ça. Fait que rendu là, es-tu à l'aise avec le fait de te rendetter puis de avoir une hypothèque, psychologiquement parlant, ça te gosse-tu, c'est correct? C'est ça, c'est personnel à chacun. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan d'emprunter s'il n'y a pas une grosse stratégie à faire, comme je disais au début. Là, fait que c'est ça. Fait que pour cette question-là. Ton premier live était correct, ton deuxième était excellent, mais celui est. Ben merci, c'est gentil. Ouais, puis mon premier live en plus, j'étais comme. Je m'avais mal seté, puis là, ça shakeait tout le temps. Je l'ai réécouté après. Là, j'étais comme Chris, c'était bien mauvais. Ça shakeait tout le temps à chaque fois que je parlais. Fait que ça, j'ai pas aimé ça. Ben merci, Alex, t'es bien smart. Peut-on transférer son CELIAP dans un REER avant les 15 années de maturation? Écoute, ça, il faudrait que je revérifie pour être sûr. Je pense que c'est après les 15 ans. Là, dans le fond, si tu n'achètes pas, tu peux transférer rendu là. Je pense. Mais écoute, il y a un petit bémol. Il faudrait que j'aille revalider. Là, je suis juste comme. Je suis pas certain à 100 Fait que, au pire, je te reviendrai. J'ai ton nom là, je te reviendrai au pire. Ou sinon, tu pourras me réécrire. Puis j'irai checker. Fonds d'urgence avant la technique snowball ou après ou en même temps? Technique snowball, tu payes tes dettes en premier après fonds d'urgence. Okay? Parce que dans le fond, si tu as des dettes, c'est vraiment tu payes l'intérêt. Donc, toutes les dettes que tu payes, c'est que tu fais un rendement garanti de ce taux d'intérêt-là. Fait que si tu as des dettes qui te coûtent 10 d'intérêt, tu les rembourses, tu viens de faire 10 de rendement garanti. Fait que c'est vraiment payer tes dettes en premier avec la boule de neige. Après ça, tu fais ton fonds d'urgence. Donc, tu ne suggères pas de consolider ou d'utiliser la balance de transfert à 0 sur 6 mois ou ces choses-là. Je trouve que c'est juste comme gosser pour pas grand-chose, dans le fond. C'est en bout de ligne. Oui, tu peux le faire, mettons, puis OK, c'est fancy un peu, puis c'est comme, oui, OK, c'est peut-être mathématiquement, ça a un peu de sens. Mais ça ne corrige pas, tu sais, le comportement, tu comprends, puis c'est comme, si tu te casses la tête pour rien, en bout de ligne, c'est comme, fais juste clencher tes dettes, puis tu trouves pas des moyens d'avoir 6 mois pas d'intérêt. Oui, tu peux le faire, OK, puis mathématiquement, c'est correct, ça va peut-être t'aider un peu, mais c'est comme, en bout de ligne, l'essentiel, c'est que tu rembourses tes dettes le plus rapidement possible puis que tu aies le couteau entre les dents. That's it. Fait que genre, ça donne rien d'être trop fancy, genre, rembourse tes dettes. That's it. OK? Il n'y a pas de magie quand même que tu es à 0 d'intérêt pendant 3 mois. Si tes dettes sont encore là, pareil, il faut que tu les rembourses. OK? Fait que c'est pas si. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Salut Fred, as-tu une recommandation pour le logiciel de décaissement? Merci. Décaissement, je te le dis vraiment, c'est. S'il y a une place où c'est vraiment important d'être accompagné, c'est tout le temps important toute ta vie d'avoir quand même un certain niveau de conseil puis comme être sûr que tout est correct. Là. Mais le décaissement, c'est probablement la phase la plus importante parce qu'il y a plein de choses à checker au niveau de l'impôt. Puis le risque d'erreur est grand parce que tu peux faire un mauvais move que j'aurais pas dû faire ça, ça m'a fait perdre tel crédit d'impôt. Fait que je te dirais, vas-y avec quelqu'un qui est ça à coche là-dedans puis qui va t'accompagner parce que il y a trop de risques d'erreur là-dedans. Fait que je n'ai pas de logiciel à te recommander pour le décaissement. Je te recommande de faire affaire avec quelqu'un qui est ça à coche là-dedans. En premier lieu, vraiment, c'est pour avoir comme un plan qui est solide puis d'être sûr que tu fais les bonnes choses après. Des dizaines d'exemples autour de moi. Ouais, j'imagine de ce que je parlais tantôt. Là, fait que c'est bon. Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête à la bourse, exemple, le SP500 ou investir dans quoi? Ouais, VFV exécuté. Si t'es parti pour la gloire avec ce genre d'affaires-là, c'est parfait. Là. Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, c'est les plus beaux produits de placement pour la grande majorité des gens qui veulent faire travailler l'argent pendant, mettons, 30 ans. Ce genre d'affaires-là, c'est merveilleux. Là. Tout se fait tout seul, ça se rebalance tout seul, ça coûte pas cher, les rendements sont bons. C'est comme, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vraiment hot. Sans emprunter directement, pensez-vous qu'utiliser la marge du CELI comme balance pour un compte sur marge comme le permet Wealthsimple. Ouais, les comptes sur marge, ces affaires-là, comme je te dis, je trouve que c'est juste comme mettre trop de fancy dans ce qui n'a pas besoin d'être fancy. Là. Fait que casse-toi juste pas la tête.
Ça répond très bien à ma question. C'est bon. Allô, quel est ton parcours? Ça, c'est bon. Ça, c'est exécuté VDI. Je suis vraiment pas d'accord d'emprunter, mais j'ai déjà fait une passe vite. Ouais, il y a des passes à faire, ça, c'est ça. Tu l'as dit, François, tu as fait une passe vite, mais des fois, ça peut faire que tu perds, puis à long terme, tu sais, c'est ça. Fait que, mais oui, je dis pas que tu peux pas faire d'argent à court terme, là. Tu peux en faire. Moi, ce que je dis, c'est que quelqu'un qui essaye de faire des passes vite, pendant 30 ans, il va probablement avoir perdu sur le long terme, parce que les passes vite qu'il a essayé de faire, ils ne seront pas tout le temps payants. Puis en bout de ligne, il va plus se pénaliser en essayant de faire des passes vite que s'avantager la plupart du temps. C'est juste ça que je dis, à long terme. Par se gâter, est-ce que je préfère travailler pour économiser de l'argent dans mon compte, par exemple acheter une voiture, que d'acheter tout de suite, de travailler pour rendre de l'argent? OK, c'est bon, je comprends. OK, ouais, c'est bon. OK, t'as peu, je t'ai rendu où? J'ai une compagnie à la bourse dans le cuivre, elle monte beaucoup et je ne sais pas si je devrais prendre profit. Écoute, je ne suis pas là pour te faire des recommandations d'acheter ou vendre. Ça, c'est comme je te dis, la spéculation et toutes ces affaires-là. Je ne suis pas là-dedans, je ne connais pas ton portefeuille, je ne connais pas ta compagnie, fait que je ne suis pas bien placé pour te dire tu devrais sortir, fait comme ça t'appartient. Tu laisses ton fonds d'urgence dans quel type de compte? Compte épargne, bien standard, ou des comptes, mettons, sur courtage, tu pourrais avoir ça comme du cash, ça rapporte genre 3%. C'est comme l'important, c'est dans quelque chose que ton capital ne baisse pas et qui est accessible en tout temps. T'sais. Fait que moi, personnellement, c'est d'un compte épargne, parce que je sauve, mettons, j'ai comme un intérêt élevé de 2%, mais genre, c'est comme, mon but, c'est pas de faire du cash avec ça, c'est juste que si j'ai besoin d'avoir de l'argent, je l'ai accessible là demain matin. Puis aussi, dans certains comptes, ça peut te permettre de sauver des frais qui équivalent des fois à un rendement de 3 quelques pourcents, là, des frais mensuels bancaires. Fait que, tu sais, moi, c'est pas compliqué, vraiment pas. Là. Que penses-tu de mettre le prêt étudiant dans le CELI? Oui, ça peut être bon si tu n'en as pas besoin, tu le fais travailler un peu, puis éventuellement, tu peux l'utiliser. Ça peut être une bonne stratégie. L'important, si tu fais ça, c'est vraiment de le faire travailler, puis avec l'optique d'y toucher juste comme plus tard, puis soit tu rembourses ton prêt one shot ou tu rembourses ton prêt plus tranquillement, puis tu gardes cet argent-là pour faire d'autres choses avec qui pourraient être payants. Tu sais, ça peut être correct aussi. Fait que oui, ça peut être une bonne option. Fait que avant de continuer plus loin, je vais juste parler de mon dernier point qui est l'intérêt composé, puis qui fit un peu avec le reste de vos questions. Puis après ça, on va terminer avec la période de questions, là, même si je la fais un petit peu au travers. L'intérêt composé, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que vous comprenez en gros c'est quoi puis tout. Dans le fond, ce que je veux juste vraiment mettre l'emphase, OK, c'est que plus tu commences jeune, mieux c'est. Ça, j'imagine que tout le monde ici m'a entendu déjà dire ça. Parce que plus l'argent travaille pour toi. OK? Puis dans le fond, ce que je veux que tu comprennes avec l'intérêt composé, c'est que c'est dans tout. OK? Fait que ce soit les finances, que ce soit la santé, les bonnes habitudes à n'importe quel niveau, juste une petite action que tu fais, autant positive que négative, ça s'accumule avec le temps, puis les impacts sont vraiment majeurs. Moi, mon livre préféré, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est vraiment comme le top du top, selon moi, un livre genre incroyable, qui démontre très bien ce que je suis en train de dire là, avec des exemples concrets puis tout. Puis, le plus tôt tu commences, le mieux c'est, parce que tu as le plus de temps en avant de toi. Puis, tu sais, exemple, mettons, on prend un exemple extrême, OK? Warren Buffett, là, il a fait 99% de son argent, sa fortune actuelle, 99% de cette fortune-là est arrivée après l'âge de 50 ans. Puis il investit depuis qu'il a genre 13 ans. OK? Fait que, mettons, dans les 37 premières années, il a fait 1% de sa fortune, puis après ça, dans les 40 suivantes, il a fait 99% de son cash. OK? Fait que là, on s'entend, je ne dis pas d'investir pendant 90 ans, c'est pas ça. Je dis juste que plus tu as de temps en avant de toi, bien, plus la boule de neige grossit, puis plus c'est comme juste exponentiel. Fait que c'est vraiment important. Puis aussi, un autre point que je veux mentionner, c'est que plus tu es jeune, plus ça te coûte cher de faire des moves, comme exemple, acheter une voiture, après ça, acheter des bebelles inutiles, puis de l'endettement, puis tout ça, parce que si tu as 20 ans, puis tu as acheté de quoi à 25 000, mettons, OK? Bien, c'est 25 000 qui n'a pas pu travailler, exemple, pendant 40 ans. Fait que si tu fais, mettons, 7 là, 25 000 pendant 40 ans, ça se double aux 10 ans. Fait que 50,
100, 200, 400. Fait que tu t'es privé de 400 000, mettons, dans 40 ans, à cause que tu as acheté de quoi à 25 000 aujourd'hui. Si tu as 55 ans et tu achètes de quoi à 25 000, bien, ton argent, tu avais juste 5 ans pour la faire travailler, tu comprends? Fait que tu t'es pas privé de grand-chose. Fait que ça coûte beaucoup moins cher de se payer du luxe quand tu es plus vieux que quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, en dollars, oui, ça te coûte 25 000 là, mais en coût d'opportunité sur l'argent qui n'a pas travaillé, c'est là que c'est énorme. Fait que c'est pour ça qu'il faut catcher ça le plus tôt possible, le coût d'opportunité. Là, je le fais avec l'intérêt composé, c'est ça. OK? Fait que plus tu es jeune, mieux c'est. Puis plus tu prends des mauvaises décisions quand tu es jeune, bien, plus ça te coûte cher. OK? Fait que c'est juste ça c'est vraiment important de comprendre ça. Puis aussi, le dernier point que je vais mentionner par rapport à ça, pour l'avoir vécu avec beaucoup de clients, c'est que, comme je disais, OK, à un moment donné dans ta vie, tu vas réaliser que ce que tu veux, c'est la liberté si tu ne l'as pas réalisé encore. OK? La plupart des gens, ils veulent une liberté de choix, comme je disais tantôt. Fait que tu vas réaliser à un moment donné que ce que tu veux, c'est la liberté. Puis quand tu vas le réaliser, puis que tu as 40 ans, puis 45, puis que tu n'as pas commencé à investir avant, là, ce qui va arriver, c'est que tu vas dire, ben là, je vais me reprendre, mettons, si tu es vraiment motivé. Mais là, si tu te reprends, là, comme l'exemple que je fais qui est souvent, c'est comme la personne, si elle a commencé 15 ans plus tard, au lieu de mettre 400$ par mois, il faut qu'elle mette 1300$ par mois. Fait qu'il faut qu'elle mette 3 fois plus à 40 ans ou à 35 ans, mettons qu'elle a commencé à 20. Il faut qu'elle mette 3 fois plus à 35 au lieu de 400$ quand tu avais 20 ans. Quand tu as 35 ans et que tu n'as jamais pris les bonnes habitudes, là, tu penses-tu que tu commences avec 1300$ par mois quand tu es dans le pic de tes dépenses, là, avec la famille, avec la maison, avec le char, avec tout? Là. Tu ne commences pas, tu comprends? Tu ne pourras pas. Fait que là, tu vas juste comme en mettre moins, tu n'auras pas le choix. Puis là, ben, ça va te faire chier parce que tu vas avoir le temps perdu, tu comprends? Puis si tu décides de te rattraper et que tu es vraiment une exception puis que tu mets 1300$ par mois, bien, tu vas te priver de 3 fois plus pendant les 25 prochaines années au lieu d'avoir que ça t'ait juste coûté 400$ dans les 15 premières. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça l'affaire, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point que ça coûte cher de vouloir se rattraper plus tard, puis à quel point tu ne peux pas rattraper le temps justement parce que ça coûte trop cher, puis que si tu le fais, ça va t'avoir coûté 2 fois plus cher en bout de ligne pour arriver au même résultat. Fait que tu vas avoir investi 2 fois plus pour arriver à la même affaire. Ça va t'avoir coûté 2 fois plus cher, puis ta vie, elle va être pas mal plus plate de 35, mettons, à 60, parce qu'il va falloir que tu te prives de 1300$ par mois au lieu d'avoir juste 400$ que tu continues de même parce que tu as commencé quand tu avais 20 ans. Fait que c'est ça qui est débile avec l'intérêt composé, c'est que tu ne peux pas te rattraper. Puis si tu te rattrapes, ça va te coûter vraiment plus cher, puis ta vie va être plate pendant un petit bout. Puis c'est comme le gym. Si tu n'es pas en forme pendant ta vingtaine, les chances que tu deviennes en forme puis que tu fasses crissement du sport quand tu as des enfants puis tout, puis que tu n'as pas pogné ces bonnes habitudes-là sont vraiment minces, tu comprends? Fait que c'est la même affaire avec l'argent. Si tu n'as pas commencé à investir quand tu étais jeune, les chances que tu commences à mettre 1500$ one shot de même à 35 ans du jour au lendemain sont vraiment minces. Tu vas trouver ça rough parce que tu n'es pas habitué de faire ça. OK? Fait que c'est ça que je voulais dire sur l'intérêt composé, parce que le reste, je pourrais vous faire plein d'exemples, plein de chiffres et tout, mais c'est juste ça qui est important de retenir. Fait que je vais terminer avec une période de questions encore. Fait que je vais prendre des questions là, jusqu'à temps que je les ai pas mal toutes répondues. Fait que là, si vous avez des questions, comme vous faites là, sur plein de sujets, je vais répondre. Je t'ai rendu où? Il faut que je remonte. Je t'ai rendu. Que penses-tu de l'investissement immobilier multiplex, par exemple, pour utiliser son équité pour commencer? Ouais, ça, l'immobilier, dans le fond, si tu fais bien les choses, que tu investis en immobilier, que ça génère des revenus, que tu fais tes bons calculs, que tu as des immeubles rentables, bien, d'utiliser la dette comme exemple sur ta maison, l'équité pour acheter une propriété qui génère des revenus, ça peut être super bon. Moi, j'adore ça, à condition que ce soit bien fait, évidemment, comme je dis. Donc, on prend en considération que tu achètes un bon immeuble, que tu as fait tes devoirs, tout est beau. Parfait, oui, ça a bien du bon sens de prendre l'équité sur ta maison pour faire un move immobilier dans ce sens-là. As-tu des formations pour des personnes plus avancées sur les finances personnelles? Pas encore. Je suis en train de travailler là-dessus. Fait que dans le fond, en fait, ma deuxième formation va sortir qui s'adresse, on va dire, au niveau intermédiaire parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu qualifies d'avancé.
Mais mettons, au niveau intermédiaire, c'est vraiment 95% de la population et moins, dans le fond, peuvent apprendre de quoi dans cette formation-là. Là. Fait que genre, 95% du monde, autrement dit, peuvent apprendre de quoi. Puis ça, ben, elle va sortir normalement en janvier. Fait qu'elle va être disponible en janvier, normalement, sur mon site. Puis je vais également commencer à faire des bootcamps en présentiel avec moi pour justement des 2 jours intenses que des fois le monde ne veut pas nécessairement écouter la formation en ligne, puis ils aimeraient mieux comme être en live, puis genre qu'ils disent bon, ben, je passe 2 jours intenses, puis après, comme je suis seté, ben, je vais l'offrir également, mais ça va être à partir de l'année prochaine, en janvier, normalement, que ça va décoller. Fait que ça, si tu écoutes cette formation-là et que tu trouves que c'est pas encore assez avancé, ben, tu me le diras parce que sinon, ben, on peut faire une rencontre individuelle ou je vais également travailler dans le futur sur des choses plus avancées dans certains sujets avec justement des collaborateurs et tout ça. Puis, fait que je suis en train de tout travailler ça, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Fait que là, c'est ça. Fait que je te conseille d'aller checker la deuxième formation quand elle va sortir. Puis si tu juges que c'est pas encore assez avancé pour toi, tu me le diras, puis je te dirai ce qui est disponible rendu là. Quel serait le pourcentage de ton portefeuille en cash? Ben, moi, personnellement, c'est le fonds le fonds d'urgence là, que je garde en argent. Puis ça dépend de chaque personne. Là, comme tu pourrais garder une partie en argent pour s'il y a des opportunités qui arrivent, mais ça te retrouve à être comme essayer d'anticiper ce qui va se passer. Fait que des fois, c'est pas bon. Mais d'avoir une position en cash, c'est toujours plaisant s'il arrive des baisses, mais je n'ai pas de montant exact à te donner parce que, encore une fois, je sais que tu m'entends dire ça crissement souvent, mais c'est ça pareil. Ça dépend des objectifs, ça dépend de la situation, ça dépend de bien des choses. Fait que je n'ai pas de pourcentage fixe à te donner, mais au moins le fonds d'urgence, de l'avoir en cash, minimum ça. Puis après ça, ben, d'avoir un certain montant que tu peux avoir pour faire feu s'il arrive des opportunités, ça peut être bien, mais de bâtir ce cash-là avec de l'argent qui n'est pas déjà investi. Fait qu'autrement dit, moi, c'est quand j'ai investi de l'argent, je la ressors jamais, je la ressors pas. Je la laisse là travailler pour, comme je disais, 10 ans et plus. Fait que si je me bâtis une montagne d'argent, ben montagne, une petite côte de cash à côté, c'est de l'argent que je vais comme avoir réinvesti, ben pas réinvesti, mais remis de côté moi-même avec du nouvel argent, dans le fond. J'ai acheté à 4 piastres 4000 actions et là, aujourd'hui, elle termine à 24,50 dans le cuivre. Mais bon, merci quand même, mon Fred. Ouais, écoute, comme je te dis, je peux pas parce que je connais pas la compagnie, j'ai pas assez de données pour. Puis, anyway, je peux pas te faire une recommandation là-dessus. Je veux pas. C'est à toi, tu comprends, que ça appartient. Mon guess est aussi bon que le tien, tu comprends? C'est comme. Je connais pas ce qui va arriver. Fait que je pourrais te dire, exemple, vends-le, mais finalement, c'était pas une bonne décision de vente, ou garde-le, puis c'était pas une bonne décision de garder. Comme je dis très souvent, je suis assez intelligent pour savoir que je suis pas assez intelligent. Fait que c'est ça. Fait que je ne vais pas te donner un avis là-dessus, tout simplement pour ça. Ça devrait être obligatoire à l'école d'écouter ce genre de live au minimum, aussi important que savoir les religions du monde, puis sûrement bien plus. Ben écoute, merci, je suis content que tu dises ça. Puis dans le fond, ben écoute, c'est pour ça que j'ai fait Altic, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour essayer de donner le plus de ressources puis d'outils possibles aux gens pour qu'il y ait une bonne éducation financière. Puis avec les écoles, ben, je fais justement des ateliers des fois dans les écoles. Puis justement, je permets aux profs des fois d'avoir accès à mes formations sur le site et tout ça. Fait que j'essaie de faire mon bout de chemin là-dedans pour que justement que les jeunes puissent avoir accès à de l'information de qualité. Fait que je suis content que tu dises ça. Je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je fais ça. Je crois que prendre des intérêts composés pour cotiser mon rente, tu en penses quoi? Ben, c'est parce que les intérêts composés, dans le fond, c'est quand tu investis, c'est ça qui fait les intérêts composés, dans le fond. C'est tout ce que tu mets de côté et que tu investis, c'est ça de l'intérêt composé. C'est tous tes investissements qui te rapportent et que tu laisses travailler. Un char à 30 000 que tu payes cash, allergie aux dettes, que tu rembourses en 3 ans, tu vois ça comment? Ben, si tu le payes cash, comment tu le rembourses en 3 ans? Dans le fond, tu me poses la question, je suis mieux de payer 30 000 cash ou de le financer sur 3 ans, mettons? Je me dis que c'est peut-être ça ta question. Si c'est le cas, paye les cash. Moi, si tu es capable de le payer cash, tu le payes cash, puis tu mets le montant de côté que tu aurais payé dans ton terme, tu comprends? Fait que autrement dit, tu veux protéger ton revenu. T'sais. Fait que toutes les dettes que tu ne prends pas, c'est de l'argent que tu te gardes pour investir. L'important, c'est d'investir, par exemple. Parce que si tu peux juste payer ton char cash puis tu ne mets pas une scène de côté, ben là, tu ne progresses pas financièrement. Fait que ça, c'est vraiment important.
Salut Mister, salut Francis. Peux-tu m'expliquer les intérêts composés avec des achats d'actions comme des FNB, s'il vous plaît? Ben, comme je disais, peu importe ce que tu achètes, les intérêts composés, là, c'est juste le principe. Ça veut dire que c'est ton intérêt qui te rapporte de l'intérêt. Fait que tu achètes des FNB, que tu achètes des fonds, que tu achètes de l'immobilier, que tu achètes des actions individuelles. L'intérêt composé, c'est tout simplement ton intérêt qui te rapporte de l'intérêt. Fait que si tu as acheté des FNB, que tu as mis 10 000, puis là, ton 10 000 il est rendu qui vaut 15 000 parce que tes parts de FNB ont monté, ben, tu as fait 5 000, tu comprends? Mais après ça, si ça continue de monter, ben, c'est ton 15 000, tu comprends, qui te rapporte, mettons, 10 l'année d'après, ben là, c'est rendu sur 15 000 que ça te rapporte. Fait que l'intérêt composé, c'est juste ton intérêt qui te rapporte de l'intérêt, dans le fond. C'est juste ça le principe. Super, merci, ça c'est bon. Crois-tu qu'on devrait dire rendement composé au lieu d'intérêt composé? J'ai l'impression que des investisseurs pourraient se limiter à investir dans des produits à intérêt, exemple les certificats de pauvreté garantis. Ben, rendement composé, c'est la même affaire. Là, c'est aux gens de comme juste comprendre et de s'éduquer, là, dans le sens que l'intérêt composé, je comprends ce que tu veux dire, mais comme si quelqu'un est moindrement éduqué, il va comprendre que c'est pas une bonne place pour aller gagner de l'intérêt sur les CPG. Là. Fait que je pense que le terme, je vais laisser ça libre à la personne, mais comme oui, les deux peuvent être utilisés, puis c'est bon, ça veut dire la même affaire. Merci Fred pour la valeur. Que penses-tu du Bitcoin comme asset numérique? Ben, le Bitcoin, c'est comme n'importe quoi d'autre en spéculation, dans le sens que mon guess vaut autant que le tien, puis je pense que ça a un potentiel avec tout ce qui s'en vient au niveau technologie, puis tout ça, puis la crypto, puis la blockchain, toutes ces affaires-là. Il y a clairement quelque chose. La blockchain, vraiment, comme il y a un énorme potentiel avec tout ce qui s'en vient. Après ça, les crypto-monnaies en tant que telles, là, c'est là que c'est comme, bon, ben, lequel qui va être là encore dans 10 ans, c'est comme, il y en a genre 25 000 des cryptos, là, ils ne seront pas tous là, fait que c'est comme, c'est pour ça que c'est très spéculatif, c'est encore très risqué, fait que, si tu dis, tu y vas avec un certain pourcentage de ton portefeuille que tu es prêt à perdre, puis tu y vas avec cette mentalité-là, puis tu dis, exemple, j'ai 100 000, je mets 5 000 dans le Bitcoin, puis si je le perds, c'est pas grave, puis s'il me rapporte 100 fois ce que j'ai mis, ben tant mieux. Ben, c'est comme, OK, vas-y, il faut que tu ailles juste que tu sois à l'aise avec ce que tu es prêt. Mais le Bitcoin, comme bien des choses en ce moment, ça a un gros potentiel. C'est intéressant sur des affaires, mais il manque encore des choses pour que ça soit vrai, que le potentiel se réalise. Fait que ça fait qu'en ce moment, c'est quand même encore très spéculatif, très risqué. Fait que petite portion de ton portefeuille, mettons, que tu mets là-dedans. Tu ne mets pas 60 de ton argent là-dedans. Moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise avec ça parce que, oui, peut-être tu vas faire un coup de circuit, mais tu ne veux pas guesser ton avenir financier. Tu ne veux pas gambler ça normalement. Fait que c'est mieux de garder une plus petite partie. Fait que, comme je te dis, ton guess là-dessus est aussi bon que le mien. Est-ce que je peux transférer des fonds de mon CELI à mon CELIAP pour recevoir le crédit d'impôt et ensuite le retransférer dans mon CELI? Oui, mais pas ton CELIAP, tu ne pourras pas remettre le 8 000, mais ton retour d'impôt, tu pourras aller le mettre dans ton CELI, oui. Mais pas ton 8 000 que tu as mis dans ça. Ça, c'est beau. Super intéressant de t'écouter et merci pour le partage de tes connaissances. Ça me fait plaisir. Merci, Jonathan. Pour enrichir sur ton exemple de rattrapage à partir de 45 au lieu de 20 ans, mettre 3 fois plus, prendre en considération que des problèmes de santé peuvent sortir à 50 ans. On ne souhaite jamais, mais c'est une réalité qui peut investir. Investir jeune est vraiment la meilleure solution. Eh bien, merci. Tu as entièrement raison. Si en plus, tu n'as plus la capacité de travailler autant ou de gagner autant de revenus, ben, tu peux te retrouver que tu ne seras même plus capable d'investir, genre, puis de te rattraper. Fait que c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire là. En effet, absolument, merci. Ça fait vraiment mettre le point d'exclamation sur ce que je disais tantôt. Comment est à la retirer si j'achetais ma première propriété? Ouais, c'est ça que je dis. Tu peux retirer. Dans le fond, ton CELIAP, c'est juste si tu achètes ta première propriété. Mais tu peux mettre ton CELI, tu peux le mettre dans ton CELIAP, mettons ton 8 000. Mais ton retour d'impôt que tu as, c'est pas le CELIAP, c'est pas dans ton CELIAP, tu comprends? C'est un retour d'impôt que tu vas avoir du gouvernement à part. Fait que c'est de la nouvelle argent. Là, ce retour d'impôt-là, lui, tu peux le mettre n'importe où. Mais le 8 000 qui est dans ton CELIAP, lui, il faut que tu l'utilises pour la maison. Puis si tu ne l'utilises pas pour la maison, ben, tu peux le transférer en REER éventuellement, sans impact. Okay? Fait que c'est ça que je disais. Je dirais que non, si tu sors et tu n'achètes pas de première maison, tu devrais t'imposer dessus. OK, ça c'est beau. Bon. L'explosion du prix de l'or qu'on vit actuellement, quelle est ton opinion dessus? Trouves-tu ça inquiétant?
Encore une fois, c'est toute la spéculation, anticiper les marchés, essayer de genre ce qui va se passer. Je pourrais te faire un beau speech puis avoir l'air super intelligent, super brillant, puis tu serais comme, hey, wow, lui, il connaît son affaire, mais ça serait juste de la poudre aux yeux, tu comprends? Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait. Fait que c'est comme l'or, quand ça va moins bien, souvent, ça réagit fortement. Puis après ça, à un moment donné, ça se calme, comme n'importe quoi, ça redescend. Fait que, tu sais, à long terme, la seule chose que je vais dire, parce que je suis un gars de long terme, si tu investis pendant 30 ans, tu regardes l'historique jusqu'à maintenant dans les 30 dernières années, bien, les actions ont été plus payantes que l'or. Si tu regardes sur 2 ans, ça peut changer, mais plus ton horizon il est long, bien, plus ça favorise les actions. Fait que c'est pour ça que ça dépend quel horizon que tu as de temps, puis tu ne veux pas essayer de spéculer et anticiper qu'est-ce qui va se passer. C'est là souvent que tu peux te nuire. Fait que, tu sais, l'or, c'est comme n'importe quel autre asset. Ça peut faire partie d'une stratégie, ça peut être bon, mais pour d'autres personnes, moins, tu sais. Fait que c'est vraiment relatif à chaque situation. Je précise, je paie cash 30 000, je replace le montant sur 3 ans dans mon CELI. Ah, ouais, ben ouais, c'est parfait, exact. C'est en plein ça, c'est ça qui est le mieux. Yes. C'est en plein ça, il faut que tu fasses. Merci pour ton éducation financière qui me permet de me supporter envers mes 2 enfants jeunes adultes. Tu réussis à vulgariser pour eux. Grâce à toi, mon message passe mieux. Ah, écoute, Eric, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content de lire ça parce que c'est ça que tout le contenu que je fais, tu sais, je veux essayer d'aider le plus de monde possible, mais c'est un outil aussi que je veux que les parents puissent utiliser pour passer certains messages avec leurs enfants parce que des fois, tu sais, en tant que parent, tu n'as pas tous les outils pour dire les choses. Parce que des fois, tu ne travailles pas dans le domaine de la finance non plus. Puis aussi, quand c'est un parent qui te le dit, ton enfant, c'est comme tout ce que ton père te dit, il y a une période que tu t'en sacres pas mal. T'sais. Fait que là, genre, d'avoir quelqu'un de l'externe qui te dit un peu la même affaire, ben, des fois, le message passe mieux. T'sais. C'est ça dans les écoles aussi. Des fois, quand c'est ton prof qui te le dit, tu es comme moi. Mais quand c'est quelqu'un de l'externe, des fois, ça passe mieux. Fait que je suis vraiment content que tu me dises ça. C'est pour ça que je fais ça. Fait que merci de ton commentaire, c'est gentil. Se faire un CELI pour accumuler et payer cash son auto puis recommencer à épargner ou continuer CELI et payer un faible taux d'intérêt. Non, paye cash puis après tu mets en CELI puis that's it. Inspirant, ben, tant mieux. Merci, je suis content si ça t'inspire puis que tu aimes le live. Et arrivé à la soixantaine, certains veulent retirer leur RRQ à 60 ans un peu pour la même raison, problème de santé au précaire. Par contre, tu perds 8 par année chaque année, nanana. D'un autre côté, tu peux commencer à sortir à 72 ans, mais tu peux mourir à 75 lorsque tu décèdes, ta succession n'aura rien par la suite. Oui, exactement, c'est ça. La RRQ, ça, c'est un sujet d'un autre live. On pourra en reparler pendant longtemps. Mais idéalement, la RRQ, tu veux la retarder le plus longtemps possible. Si on parle strictement financièrement parlant, c'est ça qui est le plus payant. Salut Fred. Oups. Salut Fred, je te suis depuis un bon moment. J'adore tes vidéos, c'est des super exemples concrets que tu présentes et cela donne des opportunités pour les plus jeunes. J'envoie tes vidéos pour coacher mes enfants et mes jeunes collègues de travail à faire des bons choix avec leur argent. Je confirme que tous tes conseils fonctionnent et vive l'intérêt composé. Merci pour ton soutien final. Wow, ben bon message, Caroline. J'ai presque les larmes aux yeux. Je suis touché, je suis ému. Sérieux, merci beaucoup, Kim. C'est très gentil. J'apprécie vraiment ce que tu viens de dire. C'est vraiment mon objectif là, avec tout ce que je fais, le contenu, les formations, les séminaires en entreprise, tout ça. C'est juste pour essayer d'aider le plus de monde possible en bout de ligne à avoir une éducation financière qui a du bon sens pour qu'ils puissent avoir une situation financière qui a du bon sens et qu'ils puissent vivre la vie qu'ils veulent. Puis ben, les jeunes ne veulent pas à cause de ce qu'on a dit tantôt de l'intérêt composé. Ben, le plus jeune, il catch les affaires, le mieux c'est. Fait que si ça peut servir comme outil pour tes enfants ou pour des collègues, ben, je suis vraiment content parce que ça va leur permettre d'avoir une vie qu'ils vont être contents justement d'avoir. Fait que merci pour ça. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. C'est vraiment intéressant. Ben, merci. Merci pour ce live. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Merci pour tout ce partage de connaissances et d'informations. Tu es motivant. Merci. Je compte refinancer ma maison pour payer mon char financé à 7 %. Que penses-tu? Oui, c'est à condition que tu payes vraiment ta maison. T'sais, autrement dit, il ne faut pas que tu ailles camoufler une dette dans ton hypothèque, puis qu'après ça, tu rachètes d'autres bebelles, puis que là, tu réhypothèques pour rembourser ça. Si tu le fais une fois, puis tu rembourses ton hypothèque comme si c'était un prêt de char plus vite, oui, fais ça, c'est correct, ça va diminuer ton taux d'intérêt, mais il ne faut pas que ça devienne comme un stratagème là, pour ton cerveau, pour genre comme voir plus ta dette, puis qu'il y a juste camouflé dans l'hypothèque, ça, c'est pas bon. OK? Fait que si tu fais bien les choses, oui, tu peux faire ça.
Je suis contrefinancé, que penses-tu? Écouter ton live tout en travaillant, c'est génial. Merci pour tout. Ah, ben, merci, Caro. Si j'ai 1 million dans mon compte de banque et que je retire 4 % par année, soit 40 000 par année, mon capital ne baissera pas trop. Right, exactement, c'est en plein ça. Si tu fais juste décaisser ton intérêt, ton capital, il reste tout le temps le même montant. Je regarde chaque jour tes vidéos. Vous êtes vraiment une personne inspirante. Merci beaucoup. C'est super gentil. J'apprécie. Salut Fred. Merci pour tes vidéos. Toujours très instructif. T'es plus assurance et placement pour la retraite ou CELI, ce qui serait le plus avantageux? Pour la retraite, l'assurance, c'est en dernier, là, vraiment. Là. C'est genre REER, CELI, tout le kit. Mais l'assurance, c'est loin en arrière, là, genre pour ce qui est d'une retraite, planifier tout ça. Si on parle de succession, que tu veux laisser un gros héritage, puis tout, OK, l'assurance, ça peut avoir sa place dans certaines situations, mais comme pour bâtir une retraite, c'est placement, REER, CELI, all the way avant. J'ai une autre question. Si je prends des RRQ à 65 ans et que je laisse plus de sous dans mes REER et CELI, qu'en penses-tu? Car les REER et CELI vont continuer à faire des RQ et que je laisse plus de... ouais, dans le fond, ta RRQ que tu attends va probablement être plus payante puis de prendre tes REER CELI. Là, je n'ai pas toute la situation, là, mais c'est parce que dans le fond, ça te prend tout qu'il y a des rendements pour être capable de compenser la RRQ qui est augmentée. Okay, ça te prend vraiment des bons rendements, ce que souvent, quand tu es plus âgé, ton portefeuille est plus sécuritaire, donc tu fais moins de rendement, tu comprends, parce que tu veux plus conserver ton capital. Fait que tu es mieux de retarder ta RRQ le plus que tu peux, prendre tes placements probablement avant, puis c'est ça qui va être la meilleure décision à long terme, parce que la RRQ, c'est une rente indexée, il ne faut pas l'oublier. Là. Fait que ça, c'est vraiment dur à battre avec du rendement. Mais là, je te dis, règle générale, je n'ai pas ton dossier dans ma face, je n'ai pas tous les chiffres, mais tu pourrais te le faire calculer par un planificateur financier qui va te checker tout ça en détail, puis tu sais, comme tu pourrais te le faire faire, là, comme l'aperçu, puis il va te le calculer, il va te le dire. Là. Mais vite de même, ça pourrait être bon de demander ta RRQ plus tard, puis de sortir tes placements, mais comme je te dis, il y a un gros ça dépend de ta situation, de tes chiffres, puis de tout. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles le faire checker par quelqu'un. Tu soulignes l'importance de rembourser les dettes avant d'accumuler le fonds d'urgence au niveau des intérêts payés plus rapidement. Je comprends que c'est plus payant, mais serait-il intéressant d'avoir quand même un minimum de fonds d'urgence en cas d'imprévu pour justement être capable de rembourser au minimum d'argent ou de se fier sur sa carte de crédit? C'est parce que, dans le fond, si je comprends ce que tu veux dire, c'est parce que si tu rembourses tes dettes puis tu te fais un petit fonds d'urgence sur le côté, bien, c'est de l'argent que tu n'as pas mis sur tes dettes, tu comprends? Fait que là, si tu arrives à un imprévu, oui, tu ne te réendettes pas, mais en bout de ligne, ça revient au même parce que tes dettes sont pas. Mettons que tu t'es fait un petit fonds d'urgence de 2000, bien, tes dettes, tu ne les as pas baissées de 2000, sont à 2000 de plus, tu comprends? Fait que même si tu pognes ton fonds d'urgence pour payer une dépense imprévue, tu es quand même à plus 2000 dans tes dettes parce que tu ne les as pas remboursées. Fait que c'est pour ça que tant que tu n'as pas remboursé tes dettes, tu focuses juste sur tes dettes. Puis quand c'est remboursé, là, tu bâtis ton fonds d'urgence. Parce qu'en plus, sur tes dettes, tu gagnes de l'intérêt, tu sauves l'intérêt que tu aurais payé, tandis qu'un fonds d'urgence, tu ne fais rien avec. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus avantageux. Fait qu'il faut vraiment que tu focuses dette une fois que c'est payé. Fonds d'urgence. Merci, j'ai 26 ans et tes conseils m'aident beaucoup. Merci pour tes vidéos, Fred, elles sont très intéressantes. Je comprends, merci beaucoup. Me conseillerais-tu d'investir plus dans mon fonds de pension avec mon employeur? À chaque fois qu'il y a un message qui pop, ça me ramène en haut. Sachant que le programme de pension est beaucoup plus gagnant, mais non retirable d'ici la retraite, sachant que j'ai 32 ans. Employeur ou dans mes REER personnels. Écoute, ça dépend de ton fonds de pension. Je ne peux pas te le dire. Il manque des données pour répondre à ça. Est-ce qu'on peut transférer des fonds d'un CELIAP à un CELI ou à un compte chèque normalement, sachant que cela est imposé? Non, tu ne peux pas transférer d'un fonds. Ben, sinon, tu vas être, en fond, tu ne peux pas. Tu vas être pénalisé. J'adore ta vulgarisation financière. Ça me désole d'entendre des gens dire investir dans un CELI à 1 % quand ils n'ont pas saisi que le CELI REER sont des sacoches que tu peux mettre presque n'importe quel placement dedans. Je les recommande d'écouter Fred Rondeau. Merci, Francis. Effectivement, ça, c'est comme, tu l'entends tellement souvent. J'ai un CELI, 1 %, c'est pas bon. Ouais, c'est pas le CELI le problème, c'est la personne qui le prend. C'est quoi le meilleur livre sur les finances qu'un futur retraité devrait lire pour mieux passer au travers? Hey, bonne question pour retraité. Hey, écoute, je ne le sais pas, sérieux, pour retraité. Les meilleurs livres de finances, là, écoute, moi, mettons,
Les deux livres de Tony Robbins, L'argent, l'art de le maîtriser, puis Inébranlable, moi, c'est dans mes tops vraiment, ces deux livres-là. Sinon, la trilogie de Pierre-Yves McSween, toujours bon. Il y a plein de choses super pertinentes là-dedans. Mais pour un retraité, ben là, peut-être que, tu sais, écoute, le côté plus technique de la chose, j'ai pas de livres qui me viennent en tête, mettons. C'est tous des concepts plus généraux, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Là. J'en ai pas en ce moment. Tous les livres que j'ai lus, c'est plus comme, tu sais, sur le long terme, la phase d'accumulation, puis tu sais, tout ça. Fait que j'ai pas lu de livres, mettons, spécifiquement sur la retraite, mais il doit en avoir, c'est sûr, là, mais j'en ai pas à te recommander pour l'instant. Quand penses-tu arriver à la retraite avec un bon montant arrière, plus d'1 million? Que penses-tu du décaissement accéléré? Te servir de ton compte non enregistré, contracter un prêt investissement levier, ensuite te servir des intérêts pour diminuer ton revenu imposable, ensuite, avec le retour d'impôt, tu investis dans ton compte CELI. Ouais, écoute, ça peut être pertinent, mais il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que ça soit bien fait, fait qu'il faut que tu sois bien accompagné pour faire ça. Fait que je te dirais oui, ça peut être correct, mais il faut que tu t'assures que c'est vraiment ça qui est le plus optimal versus toutes les options que tu as, dans le fond, là, pour faire ça, pour justifier toute la fantaisie qui est à faire. Là. Fait qu'il faut juste que tu t'assures que c'est vraiment la meilleure stratégie pour toi et que ça vaut vraiment la peine. Là. Fait que ça, tu peux juste te le faire projeter en faisant des projections par un planificateur financier qui va comme rentrer des données et faire des scénarios différents pour genre évaluer c'est quoi qui est le mieux. Puis là, il va pouvoir te le calculer et te le montrer qu'est-ce qui est le mieux. Fait que c'est ça. Mais oui, ça peut avoir sa place. Pour investir dans ton compte, c'est les bons. Pourquoi les planificateurs financiers semblent moins intéressés à prendre un client qui a un placement juste en haut de 100 000? Ben là, dans le fond, que ce soit planificateur financier ou quelqu'un qui parle en finance, qui travaille en finance, je veux dire, les gens qui travaillent en finance, dans le fond, c'est pas compliqué. Plus le client a d'argent, plus le client est payant pour eux autres la plupart du temps parce que c'est un pourcentage sur l'actif. Fait que c'est sûr que si tu as 100 000 ou moins, ben c'était moins payant, tu comprends, pour eux autres. Fait qu'eux autres, ils essaient de rentabiliser leur business, donc ils s'en vont chercher des clients qui ont plus d'actifs. Mais le problème, c'est que tu as à peu près 99 % de la population qui n'a pas 1 million, mettons, en actifs investissables. Donc, tu as 99 % de la population qui a accès à un niveau de conseil qui est, mettons, moyen dans les institutions traditionnelles. Fait que je te dirais que c'est ça le problème là, en ce moment. Mais en gros, c'est à cause de ça. C'est que quand tu as moins d'argent, ben, tu n'es pas payant et tu n'es pas rentable pour un conseiller la plupart du temps. Excellent travail, Fred. Continue ton bon travail pour aider et éduquer les gens et les jeunes pour leur futur. Merci, je suis content. Père riche, Père pauvre, oui, c'est un bon livre. Très bon live. Merci, Fred, pour tes conseils et réponses. Merci à toi, Kevin, ça me fait plaisir. Des placements et des dettes banales en même temps. Ça dépend c'est quoi que tu considères comme dette banale, mais normalement, tu sais, je veux dire, une carte de crédit, puis tu as des placements, puis tout, puis tu rembourses ta carte de crédit à tous les mois, ça, c'est pas grave, c'est bien correct, j'ai pas de problème avec ça. Là. Je parle vraiment comme que tu as 30 000 de dettes. Avant de commencer à investir, tu es mieux de rembourser tes dettes. Merci pour tes vidéos, très inspirant. Je suis nouveau dans le domaine et c'est vraiment captivant. C'est vraiment cool de pouvoir faire la différence, évidemment, pour ceux qui veulent s'aider aussi. Absolument, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut s'aider, fait que ça, tu peux pas vouloir plus que quelqu'un, absolument. Pour ce que tu parles, beaucoup de courtiers n'acceptent pas de clients en haut de 250 000 de portefeuille, d'autres encore plus. Tu veux dire en bas de 250 000? Ouais, non, c'est ça, exactement. Ça marche par strat, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il y en a que leur barème il est à 500 000, il y en a que le barème il est à 1 million. Tu sais, c'est comme. Mais tu sais, dans le fond, souvent, quand tu as moins d'argent, tu vas avoir accès à des conseillers qui ont moins d'expérience parce qu'ils sont en train de bâtir leur carrière et sont prêts à prendre des plus petits clients parce qu'ils sont quand même capables d'être rentables pour eux autres. Mais tu sais, un client, mettons que la majorité de sa clientèle a 500 000 et plus, ben, de prendre un client de 100 000, tu sais, c'est comme. C'est pas rentable pour lui. Il est mieux de passer son temps à trouver un client, mettons, de 500 000 et plus. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est de même que ça marche dans le domaine. Puis toutes les institutions sont à la pêche un peu à la même place, c'est-à-dire aux clients qui ont beaucoup d'argent. Là. Fait que sont tous en train de courir après les clients qui ont 500 000, 1 million et plus. Puis toutes les institutions ben, sont après ce genre de personnes-là. C'est pas en bas de 5. Ouais, c'est ça, tu l'as corrigé, c'est bon, parfait. Fait que, écoutez, ben, dans le fond, si vous avez encore une ou deux questions, je peux en prendre une ou deux, puis après ça, on va terminer ça là pour
ce soir, avant, le temps que ça pop, s'il y en a, merci vraiment beaucoup pour votre écoute et votre échange. C'était vraiment le fun. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Fait que c'est ça qui est plaisant quand on peut échanger. Fait que gênez-vous pas si vous avez d'autres choses. Vous pouvez également m'écrire, comme je disais, en privé. Puis ce qui m'aide tout le temps, c'est les commentaires là, sur les publications, les partages. Donc, tout ce qui est de l'interaction avec les publications, ça aide à ce que juste comme il y ait plus de monde qui soit au courant que Altic existe et que je fais ce que je fais. Fait que c'est super apprécié si vous prenez le temps d'aller commenter ou juste partager ou liker les publications. Là, ça m'aide beaucoup. Puis, by the way, j'ai ma chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller vous abonner, que je mets du contenu plus long. Fait que les lives, justement, je vais tous les mettre sur ma chaîne YouTube. Ils vont être là éventuellement. Je mets des extraits, des lives aussi, des fois des clips juste de, mettons, 10-15 minutes. Fait que, des fois, des concepts qu'on va aller un petit peu plus en profondeur. Des fois, sur Facebook, je mets juste des clips de 30 secondes, 1 minute. Mais sur YouTube, on a vraiment comme le vidéo qui est plus long. Fait que si vous voulez aller vous abonner, là, ça, c'est une super belle source de contenu. OK, fait que je vais prendre ces choses-là. Penses-tu des joueurs comme Wild Simple va faire mal aux banques traditionnelles? Merci pour tes commentaires, très pertinents. On pourra s'en reparler, ça, de Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fait que c'est une question que beaucoup de choses pour que ça soit, mettons, détaillé. J'aimerais ça prendre plus de temps pour répondre à cette question-là. Fait qu'on pourra s'en reparler peut-être d'un autre live ou sinon tu peux venir me parler en privé puis je pourrais te dire ce que je pense de ça. As-tu un horaire pour tes conférences, dates ou dans les régions? Comme je disais, ça va commencer pas mal à partir de fin de l'année ou janvier, donc début de l'année prochaine, fin de cette année ou début janvier l'année prochaine. Puis ça va être les seules formations que je vais faire en présentiel, ça va être des fins de semaine. Fait que ça va être des 2 jours. Puis je vais probablement faire une ville différente, mettons, à chaque mois ou à chaque 2 mois. Fait que je vais comme tout sortir ça là, quand ça va être officiel là, dans les prochains mois. Vous êtes vraiment une lumière, Colin, merci, c'est gentil. Que penses-tu des assurances-vie participatives comme des investissements? Comme je disais, il faut qu'il y ait un besoin d'assurance, puis ça vient à la fin. OK? S'il n'y a pas de besoin d'assurance, c'est plus ou moins pertinent. Si c'est une stratégie de succession, oui, ça peut avoir sa place, puis il peut avoir des choses à faire avec ça. Mais si tu es surtout quelqu'un qui est plus jeune, mettons, tu prends ce produit-là normalement quand tu as tout fait avant. Fait que maximiser REER, maximiser CELI, régime épargne-études, CELIAP, rembourser tes dettes. C'est comme tout ce que je viens de dire là, fiscalement parlant et financièrement parlant, est plus avantageux que de prendre une assurance participative. Genre, c'est vraiment. Puis ça, ben, il y a bien du monde en assurance qui ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est la réalité pareil, c'est ça. Et l'assurance participative, ça peut avoir sa place quand tu es plus vieux, que tu es rendu là, puis que tu es rendu un client aisé. C'est comme ça peut avoir sa place là. Sinon, avant ça, c'est pas l'idéal. Merci. C'est fou qu'on a les sous-titres dans un live demain. Merci pour tes lives et tes vidéos. Good job. Merci. Il y a des sous-titres? Je ne le savais pas. Tant mieux. Je n'étais pas au courant. Merci de me le dire. Je viens d'acheter une maison de 700 000 avec 5 % Je vais pouvoir refinancer un de mes duplex et retirer 80 000 Est-ce que je devrais mettre dans ma maison ou continuer à investir en immobilier? Ça dépend de tes skills. Si tu as des skills en immobilier, go for it, man. Puis tu peux continuer. Si tu fais bien les choses, ça peut être super bon. Fait que, écoute, ça dépend de toi, ça dépend de tes skills, de ta zone de force. Salut Fred, je viens de découvrir par hasard tes vidéos et c'est super intéressant et utile. Merci pour tes conseils. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton commentaire. J'apprécie. Si je vais au Nouveau-Brunswick et j'ai une entreprise ici, es-tu en mesure de m'aider au niveau de l'impôt? Ça dépend c'est quoi tes questions, mais si c'est plus pointu, c'est mieux d'avoir comme quelqu'un qui est vraiment, qui connaît toute la fiscalité là-bas, dans ta province. Mais si c'est comme plus général, oui, je peux t'aider, mais dépendamment c'est quoi que tu as besoin, ça se peut que ce soit mieux une personne directement là-bas. Fait que ça va être tout pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir été là, j'apprécie beaucoup. Fait que on se revoit dans 2 semaines. Fait que je vais l'annoncer 2-3 jours avant, comme je fais d'habitude. Fait que le prochain devrait être fin octobre, probablement le 29-30 dans ce coin-là, juste avant l'Halloween. Je pourrais le faire l'Halloween déguisé, puis tout, ça serait malade. Ouais, pensez à ça. Pensez à ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Super le fun, comme d'habitude.
Puis merci de votre participation, toujours appréciée. Puis merci de continuer à m'aider là-dedans puis à interagir avec les publications. C'est super apprécié. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis merci très sincèrement. Salut.